Bonsoir à tous. Donc, je m'appelle Henri Clément et je fais que des images lenticulaires. Donc on est vraiment dans une spécialité. Pour savoir de quelle image lenticulaire on parle, le plus simple, c'est on va commencer par vous montrer des exemples, juste pour que vous voyez quel est le sujet du jour. Et puis on va les faire tourner. Alors c'est des images que vous allez les passer à bout de bras parce que c'est fait pour être vu de plus loin. Il n'y a qu'à faire tourner de chaque côté. Je vous en donne une ici. Et puis vous faites tourner les images. Normalement, c'est fait pour être vu pour les loin. Voilà, c'est l'histoire que c'est pour donner des sujets de discussion. Comme ça, les images vont tourner. Alors, comment ça marche? Donc, ça, c'est un petit schéma qui explique un peu le principe de base du réseau lenticulaire. Donc c'est quoi? En fait c'est un réseau optique. C'est de l'optique comme les lunettes ou comme les lunettes d'astronomie. C'est une feuille en plastique qui est un réseau optique. Attends, non, reste sur la première. Tu reviens? Moi j'ai mis bien. Voilà, merci. Donc c'est un réseau optique qui fait tout simplement que selon où on se trouve, on ne voit pas la même image. Et pourquoi on ne voit pas la même image? C'est parce que la convergence, quand on regarde une des surfaces de réseau, fait que les lumières sont focalisées, les rayons de vision sont focalisés sur un point ou sur un autre selon l'angle de vision où on se trouve. Donc déjà, on voit ici apparaître un premier point critique. Vous voyez que, pour qu'on voit bien l'image, la focalisation se fait à l'arrière de la matière lenticulaire. Ça signifie que l'épaisseur de la matière lenticulaire est la focale et donc la mise au point de l'image. Ça signifie que on a une mise au point commune, que les images soient faites pour être vues de près ou vues de loin. On achète une matière lenticulaire qui est fabriquée, qui a une certaine épaisseur, et on est obligé de gérer cette épaisseur parce que on peut très peu jouer sur la mise au point. Mais grosso modo, vous allez voir qu'on a toute une gamme de réseaux lenticulaires. On a des réseaux lenticulaires très fins qui sont faits pour être vus de près. Et puis au fur et à mesure qu'on va faire de gros tirages, on passe sur des réseaux lenticulaires de plus en plus gros, qui sont de plus en plus épais et qui sont aussi faits pour être vus de plus loin. Donc, normalement, c'est au constructeur de la matière optique de prévoir la bonne épaisseur de la matière. Il n'empêche qu'on a régulièrement des soucis de fabrication, c'est-à-dire des réseaux lenticulaires qui sont soit trop minces, soit trop épais. En général, les réseaux lenticulaires ont plutôt tendance à être trop minces, parce que comme les fabricants des réseaux lenticulaires sont aussi ceux qui payent la résine de départ, plus le réseau est mince, moins il consomme de résine. Donc si les réseaux lenticulaires ont un défaut, en général, c'est d'être trop mince. Donc ça signifie que la focalisation qui se fait à l'arrière du réseau lenticulaire, c'est jamais exactement un point, c'est, comme je l'ai essayé de le dessiner ici, en réalité une petite surface, une ligne de réseau lenticulaire qui a une petite surface. Et à ce moment-là, le jeu, pour nous qui faisons des images, ça consiste à savoir fabriquer l'image qu'on va placer ici derrière, et où les points d'image qu'on va imprimer doivent correspondre exactement à ce qu'on veut pour que on voit l'image correctement. Voilà. Là, tu vas passer à l'image suivante. Voici le schéma qui permet de comprendre pourquoi on voit en relief quand on regarde un réseau lenticulaire. Donc, c'est très simple, hein, c'est ce triangle qui fait que quand une image lenticulaire se trouve à la surface d'un réseau lenticulaire, vous l'avez peut-être constaté sur les images qui sont passées, quand c'est en relief, on s'aperçoit qu'il y a des points à la surface de l'image qui se déplacent de gauche à droite. On voit très bien l'image qui bouge de gauche à droite. Alors ce déplacement de gauche à droite à la surface du réseau lenticulaire, pour simplifier, on appelle ça la parallaxe, par analogie avec la parallaxe visuelle de prise de vue. Donc, si on a le même point qui se déplace à la surface du réseau lenticulaire selon l'endroit où on se trouve, si l'œil gauche
il voit un objet ici et que l'œil droit il voit le même objet ici, le cerveau va le reconstituer là-bas derrière. Et puis à l'inverse, si l'œil gauche il voit l'objet ici et que l'œil droit il voit l'objet à gauche, le cerveau va reconstituer l'objet en relief, en jaillissement devant la feuille lenticulaire. Alors, il sort devant ce graphisme déjà un point très intéressant et incontournable, c'est qu'à parallaxe égal, ce qu'on voit en jaillissement sera toujours plus faible que ce qu'on voit en profondeur. Ce qui fait que sur la plupart des images lenticulaires, on est souvent plus frappé par ce qui était en profondeur qui paraît plus loin que ce qui est en jaillissement. Et c'est vrai que dans l'ensemble de l'image lenticulaire, les parties en profondeur sont plus lointaines que les parties qui sont en jaillissement. Et ça fait partie, on le voit dans le dessin, ça fait partie du système, on ne peut rien y faire. Corollaire de cet état de fait, il y a des gens qui analysent mal ce phénomène et qui se disent pour que mon objet soit vu loin en profondeur, il faut que je fasse plus de parallaxe que si je veux l'objet en jaillissement. En fait, il n'y a pas à faire plus de parallaxe. Le même parallaxe produit plus de profondeur que de relief, que de jaillissement, quand l'objet est devant ou derrière. C'est juste pour expliquer aux gens qui ne connaissent pas le relief que si on part d'un sujet avec quelque chose qu'on considère comme être central et puis des objets devant et derrière, tu passes à la suivante. Là aussi, c'est pour montrer que quand on est en stéréo, mais ça vous le savez tous, on ne voit pas la même chose. On ne voit pas la même chose parce qu'effectivement, ici, par exemple, le point bleu qui est en avant, sur la pellicule, il va être à gauche du point vert central, alors que sur le boîtier de droite, il va se retrouver à droite du point vert central. Donc ça, c'est une prise de vue stéréo normale, c'est-à-dire ce que vous pratiquez tout le temps. Ben nous, pour faire du lenticulaire, on va simplement aller plus loin. Tu passes à la suivante. On ne va pas se limiter à 2 photos, on va monter à 10, 12, 22, 36, 60 points de vue. Donc ça se passe comme ça de la manière la plus simple. De la manière la plus simple, c'est un boîtier qu'on place sur un rail de façon à être bien stable et puis à être rigoureux. Et on fait une photo, on se déplace de 2 cm, on fait une photo, on se déplace de 2 cm, et ainsi de suite. Alors évidemment, en faisant ça, tiens, passe à la photo suivante, il faut qu'on ait toujours le sujet dans le champ. Donc, là on parle un peu de technique, façon de faire les photos en relief. Ça signifie que dans la technique la plus simple, et qui marche très bien, et qui est utilisée tout le temps, d'utiliser un seul boîtier, qu'on déplace sur un rail motorisé, ou pas, à la main ça marche très bien, sur un rail avec un bon galet. Il faut prévoir un grand angle, de façon à, quand on est tout à fait à droite, d'avoir le sujet dans le champ. On fait nos 24 photos, si on a 24. Alors après, évidemment, on va avoir un sujet qui se déplace dans le champ visuel, et quand on récupère nos 24 photos, on va aligner les 24 prises de vue, et puis il va y avoir plein d'images blanches à supprimer. On va conserver que la partie commune des prises de vue. Alors conserver la partie commune des prises de vue, c'est un gros inconvénient. C'est qu'en fait, on va utiliser une petite partie des pixels, puisqu'on est en numérique, bien sûr. On pourra faire un aparté sur autant de l'argentique après. Mais en numérique, on a un inconvénient, c'est que du coup, on va utiliser une petite partie des pixels de l'image totale. Et donc, si on ne part pas avec un gros capteur bien lourd, on peut arriver assez vite à une image assez petite en quantité de pixels. Alors, il y a une solution pour éviter ça, mais c'est une solution un peu professionnelle qui consiste à utiliser des objectifs à décentrement. En effet, quand on a un objectif à décentrement sur l'appareil photo, on peut décentrer l'objectif. Je ne sais pas si certains d'entre vous ne connaissent pas du tout ce que c'est que des optiques à décentrement. Ben, c'est des optiques qui sont sur un petit rail articulé sur le boîtier. Et donc sur le boîtier, l'optique avec un pas de vis, on peut la faire bouger. On peut la faire bouger sur l'appareil. Autrement dit, on peut prendre des photos de travers. On peut faire des photos de travers. Et en particulier, quand on est dans cette position-ci, si on décentre l'objectif, on se met à viser cette photo et on peut être plein champ. Et à ce moment-là, à chaque fois qu'on se déplace, on corrige un tout petit peu le décentrement de l'objectif et on est sans cesse en prise de vue plein pot et on retrouve l'image entière en pixels. Alors ça, c'est un système de prise de vue qui est très bon, qui marche très bien
pour faire des natures mortes en particulier, et particulièrement pour faire des objets du type livres, des bouquins, des trucs rectangulaires, des objets qui ont des formes géométriques. C'est pas forcément la meilleure façon de prendre des objets ronds ou des objets qui ont des formes, parce que quand on arrive sur les côtés en bout de rail, ceux qui ont fait de la photo avec des objectifs à décentrement le savent, on arrive à des déformations. C'est-à-dire le coup typique sur un livre, c'est qu'on réussit à photographier un livre de plein pot avec la couverture plein pot et on voit l'épaisseur du livre en même temps. Alors sur un livre ou sur une boîte cubique, ça passe très bien. Quand c'est sur un visage, ça devient un peu bizarre parce qu'on voit le visage de face et il y a tout à côté de joue qu'on voit beaucoup plus que l'autre et ça devient un peu gênant. Donc pour éviter ça, déjà on va montrer une photo qui est faite avec ce système-ci. Tu peux passer à la vue suivante. Voilà une véritable application professionnelle de ce système de prise de vue. C'est une photo faite pour Citroën. À l'époque c'était pour la Berlingo. On a eu une Berlingo désossée parce qu'on photographiait à la fois l'intérieur et l'extérieur. Et puis après on faisait un montage en relief entre la voiture vue de l'extérieur et puis l'intérieur de la voiture. Et on voit très bien le dispositif de prise de vue, qui est ici un rail de 2 mètres. Le boîtier numérique qui est posé dessus, c'est un rail gradué en centimètres. Et on fait 60 prises de vue en se déplaçant de droite à gauche, avec des déplacements équidistants. Et on rattrape avec une optique à décentrement pour avoir toujours la voiture plein pot. Ensuite, on récupère 60 prises de vue. Ouais. Et le rail courbe, qu'est-ce que ça donne? Alors, le rail courbe... Ça a été utilisé par Maurice Bonnet. Voilà, le rail courbe... Alors, Maurice Bonnet, c'était pour d'autres raisons. Mais le rail courbe marche aussi. Oui. Le rail courbe marche aussi, simplement, ça donne un autre résultat. Voilà. On va y venir un peu plus. C'est vraiment fonction de la prise de vue qu'on a à faire. Ça marche tout à fait, ça donne un autre résultat. Le rail courbe est plus vrai, c'est-à-dire que le résultat d'une photo avec un rail courbe ressemble plus à ce que nous on voit dans la réalité. Hein? Et là, avec le rail courbe, il n'est pas obligé d'avoir un objectif à décentrement. Alors du coup, au rail courbe, on n'a plus besoin d'avoir un objectif à décentrement, donc ça simplifie, ce système. Donc voilà, vous avez vu là une vraie photo réelle de ce qu'on fait avec ce système. Tu peux passer... Oui. Oui, excusez-moi. Je reviens à la prise de vue, là. Ouais. Avec l'optique à décentrement. C'est-à-dire que par exemple, la vue gauche, vous descendrez, vous partez déjà à décentrement optimum. Ah oui, oui. Et puis à l'inverse, de l'autre côté, pour la dernière photo. Exactement. Et puis au centre, on est centré. Vous êtes centré. Oui, exactement. D'accord. C'est tout à fait ça. Et ce système-là vous permet d'avoir toujours le plein objet sur le... Voilà. Toujours centré. Voilà, on se garde plein pot sur le format de pixels, donc on exploite l'image en pixels au mieux. Tu vois ? Mais là, avec cette façon-là aussi, en courbe. Ah ben là, alors voilà, ça c'est l'image suivante qui montre une autre façon de faire les photos. Donc cette fois-ci, au lieu qu'il y ait un seul boîtier qui se déplace, on a monté une série de boîtiers en ligne. Alors là aussi, on peut les monter droit et puis faire converger les appareils. Mais moi, mon opinion et ma pratique, c'est que si on peut déjà disposer les appareils selon un rayon de courbure, on est plus près de la vision réelle qu'on a d'images en relief. Alors évidemment, il ne faut pas être trop pointu, parce que quand on fait une installation comme ça, on décide à l'avant d'un rayon de courbure qu'on essaye d'optimiser et de moyenner, et c'est sûr que on ne va pas toujours faire des photos avec le sujet qui se trouve exactement au centre du rayon de courbure, mais le sujet il va être plus près et on va faire converger les boîtiers un peu plus, ou il va être plus loin et puis on va diverger un peu plus les boîtiers. Mais l'expérience montre que sur le tirage terminé, il est absolument impossible de voir si on ne se trouvait pas exactement au centre de focalisation du rayon de courbure. C'est absolument pas discernable. Par contre, le résultat est assez plaisant, parce que par exemple, ce que vous avez vu dans le dossier, le chat,
il est fait avec ce type de dispositif de prise de vue, ainsi que la jeune fille, la jeune demoiselle 2013, c'est aussi une prise de vue avec ce type de dispositif. Tiens, tu peux passer à la photo suivante. C'était qu'une seule photo pour le chat. Bah, le chat, c'était... Le chat était quand même pris 7 fois. Oui, voilà, tout à fait. Mais en même temps. C'est la parfaite synchro du sujet. Là, voilà. Ouais. Ça te permet de faire des enfants en mouvement. Voilà. Ça fait penser à Tiens, Mudrick. passe à la On photo aurait le suivante. même résultat si tu avais un rail droit et une convergence un tout petit peu différente pour Oui. chaque appareil. Quasiment, quoi. Quasiment, sauf que l'inconvénient du rail droit, avec les optiques qui convergent, c'est que si la base stéréoscopique est importante, eh bien, les photos qui sont prises du bord, l'image est un peu plus petite que la photo prise du centre. Et donc, quand tu fais le tirage lenticulaire, quand tu te mets gauche-droite, tu vas voir ta tête qui diminue, qui grossit quand elle arrive au centre et puis qui rapetisse quand tu es à droite. D'accord. Alors évidemment, si tu utilises un dispositif en rail courbe, comme ce qui est ici, bah, tu es quasiment équidistant de gauche à droite et tu n'as pas ce phénomène de gonflement de la prise de vue. D'accord. Et puis quand on est vicieux, on prend toutes les photos une à une et puis on les agrandit pour que la hauteur soit la même partout. C'est vrai que quand on est sur un dispositif en rail courbe, on a plus de soucis. Donc voilà le deuxième dispositif de prise de vue par opposition au boîtier unique qu'on déplace. C'est un rail avec une disposition comme sur la vue précédente en courbe, avec des boîtiers qui sont synchronisés de façon à déclencher en même temps. Là, tu prends 9 boîtiers. Ouais, là il y en a 9. Mais tout à l'heure, tu nous as dit que tu allais jusqu'à 60 photos. Ouais. Donc il en manque 51. Il en manque 51 et c'est effectivement un gros souci. C'est l'une des choses qui a beaucoup retardé la mise en œuvre de ce dispositif parce qu'il est absolument nécessaire de fabriquer les images intermédiaires qui nous manquent. C'est-à-dire qu'on serre les boîtiers le plus serrés possible, mais il y a un moment où on ne peut pas les serrer plus parce qu'il y a la masse métallique des boîtiers qui fait qu'il faut qu'on ait encore la place pour passer les doigts pour serrer l'écrou. Et donc, dans ce cas de figure-ci, on fabrique, aujourd'hui, heureusement, grâce au numérique, on fabrique numériquement des vrais points de vue intermédiaires. Alors, c'est des vrais points de vue, c'est-à-dire que ce n'est pas un mélange flou avec 50% du boîtier de gauche et 50% du boîtier de droite. C'est des logiciels vectoriels assez étonnants qui réussissent à analyser l'image et qui constate le déplacement pixel par pixel de l'image et qui déplace effectivement les pixels pour créer des images intermédiaires. Alors, il y a des fois où ça se passe très bien, où il n'y a rien à faire, où la fabrication des images entières est absolument stupéfiante, et puis il y a des fois où ça ne se passe pas bien, et il faut aller reprendre le travail du logiciel dans Photoshop, et là ça peut être très long parce qu'il ne faut pas lucher image par image pour reprendre des artefacts. Mais grosso modo, pour que vous compreniez comment ça se passe, c'est fait aujourd'hui avec des logiciels qui n'ont pas du tout été pensés pour le lenticulaire. C'est fait avec des logiciels de vidéo qui sont destinés aux cinéastes qui font des ralentis. Parce qu'aujourd'hui, la plupart des ralentis qu'on voit dans nos films n'ont pas été faits avec des prises de vue en vitesse accélérée. Ce sont des ralentis qui ont été faits en post-production à partir d'une capture normale et où les images intermédiaires ont été recalculées. Et c'est assez fantastique parce qu'ils non seulement ils recalculent les images intermédiaires, mais ils peuvent absolument refaire la vitesse complète du film. C'est-à-dire qu'ils ne gardent même pas les photos d'origine, ils peuvent faire la vue à 1/100 de seconde avant et la suivante 4/100 après. Et c'est comme ça qu'on voit régulièrement dans les films d'action aujourd'hui une séquence à une vitesse normale qui tout d'un coup se met à ralentir, et puis qui s'arrête, et puis qui reprend en accéléré avec un accéléré absolument croissant. C'est fait avec des logiciels comme ça de fabrication d'images intermédiaires qui changent la vitesse du film. Voilà. Alors évidemment, les gens qui font de la vidéo, quand ils ont des artefacts dans l'image, ils les gardent parce que ça ne se voit pas du tout quand c'est une image vidéo qu'on regarde sur un écran télé et puis qui passe. Alors que nous, quand on fait de l'image fixe, les artefacts qui eux les dérangent pas, nous on les voit et c'est bien embêtant.
Donc ça, on est encore en plein développement, hein. C'est tout à fait récent cette façon de travailler, parce que jusqu'ici, les logiciels de fabrication d'images intermédiaires n'étaient pas disponibles ou n'étaient pas encore au point. Et vraiment, là, en ce moment, on vit un virage qui permet d'adopter ce genre de prise de vue. J'imagine que ces logiciels ont une limite entre deux images. Enfin, ou alors sinon, il suffirait de mettre un appareil à gauche, un appareil à droite, et de demander au logiciel de faire les... Des fois, ça peut marcher. Des fois, ça peut marcher. Ouais, c'est très étonnant. Alors, évidemment, plus les prises de vue de départ sont différentes, et plus ça va être acrobatique, hein. On a quand même intérêt à serrer les boîtiers au maximum. Mais le résultat est quand même assez stupéfiant. Assez stupéfiant. Alors, le grand intérêt de ce dispositif, c'est qu'évidemment, on déclenche déjà 9 boîtiers synchronisés, et pour peu en plus qu'on soit en studio et qu'on travaille au flash, ben, l'instantané, il n'est pas donné par la prise de vue, il est donné par l'éclair de flash. Autrement dit, on peut avoir 9, 12, 15 boîtiers, la prise de vue, elle est mathématiquement, elle est physiquement faite au même instant, parce que c'est l'éclair de flash qui prend la photo pendant l'ouverture des rideaux. Donc, on a une qualité d'instantané qui est absolument parfaite. Et donc, ça ouvre tout le champ d'application à toute une gamme de photos qu'il était absolument impossible de faire avant avec le boîtier qu'on déplaçait ou qui se déplaçait sur un rail. Voilà. Alors, il y en a qui sont encore... Déjà ça, c'est un peu compliqué à faire. Il faut être un peu fou, mais alors il y en a qui sont beaucoup plus tordus et beaucoup plus fous que moi. J'ai un collègue à Melbourne, en Australie, qui fait de la photo lenticulaire et qui a poussé le jeu encore plus loin. Tiens, Daniel, tu peux passer, je vous ai mis ça par plaisir. Voilà. C'est un peu petit, mais regardez là ce qui se passe dans l'image. Il a une soixantaine de boîtiers au bas mot. Alors il fait plus que du lenticulaire avec ça. Voilà, merci, très bien. Ça fait pas un hybride, le jeu. J'ai pris les c'est pratiquement 360. 270 degrés, là, pratiquement. Ouais, pratiquement. Ouais. Voilà. Oh, il a plus de 60 appareils. Il a plus de 60 appareils. Ah oui, là, il y en a une bonne centaine. Hein. Ouais. Il y a un bon investissement. Ouais, il y a un bon investissement. Hein? Il fait une vidéo. Donc là, voilà, il fait des vidéos tournantes, et toujours pareil, avec des ralentis qui permettent de s'arrêter sur un angle, et puis il repart, et puis il se met à tourner autour de la voiture. Et c'est pas toujours des voitures qui sont au centre, ça peut être des groupes de personnes en train de danser ou de chanter, et on a les captures. Là, il y en a au moins pour 200 ou 300 000 euros de matériel. Ouais, ouais, c'est hallucinant. Donc voilà, il y en a qui s'amusent bien. Et les rayons de courbure, il est défini comment? Là, un peu arbitrairement, enfin quoi il est. L'autre, pour les 9 appareils. Alors pour les 9 appareils, moi je crois que j'ai pris 2,25 m, c'est-à-dire que j'ai calculé un rayon moyen qui correspond à la moyenne de mes prises de vue. Comme ça, on peut tricher et faire et du portrait, et on peut tricher dans l'autre sens et faire un groupe de 4 ou 5 personnes, et le résultat est absolument passable, sans qu'on voit de soucis. Et quelle focale en général? Grand angle, petit grand angle? Non, en général, ce que j'appelle une longue focale, c'est-à-dire un équivalent 80 mm en 24-36. Mais la logique, si on cherche à être orthostéréoscopique, c'est-à-dire si on cherche à être conforme à la réalité, la logique voudrait qu'on cherche à se rapprocher d'un 50 mm, mais on fait de l'image, on ne cherche pas forcément à refléter la réalité, mais on cherche à faire de la création. Moi, je suis équipé avec des 50 mm sur les boîtiers Canon, mais je suis sur un capteur qui est un demi-format, donc ça fait un équivalent 80 mm 24/6. Donc voilà, ça c'était pour voir qu'il y en a vraiment qui s'y jettent à fond, quoi. Voilà, on va passer à l'image suivante où on va expliquer maintenant ce qu'on fait avec les prises de vue. Donc une fois qu'on a fait notre magnifique prise de vue, que ce soit avec un seul boîtier qui se déplace ou que ce soit avec des boîtiers montés en rail et la reconstitution des images intermédiaires, on obtient une nouvelle séquence qu'il faut d'abord stabiliser absolument parfaitement. Parce que ça signifie que même quand on prend des photos avec un seul boîtier monté sur un rail et qu'on déplace avec beaucoup de soin le boîtier et qu'on fait nos 40 photos, quand on
on empile les calques dans Photoshop, on s'aperçoit qu'il y a toujours, quoi qu'on fasse, un petit vibré. Ça ne s'empile pas jamais exactement. Donc, la première chose à faire, c'est ce qu'on appellerait en vidéo de la stabilisation. Il faut absolument prendre un repère dans la photo qui est au pixel près et on fait coïncider le pixel sur tous les calques de façon à stabiliser absolument parfaitement toutes les images. Ensuite, on fait une deuxième opération qui s'appelle la collimation, pour laquelle je n'ai pas de dessin, mais grosso modo, on décide à ce moment-là de la partie de l'image qui va être perçue sur le tirage lenticulaire comme étant dans le plan de la feuille. Et ça, c'est assez intéressant. Ça signifie que quand on fait le tirage, on choisit sur notre scène la partie de l'image qui va être perçue comme étant dans le plan de la feuille. Autrement dit, on pourrait, si on le voulait, avoir la totalité de l'image comme étant perçue en profondeur, ou on pourrait avoir la totalité de l'image perçue comme étant en jaillissement. En général, on s'arrange toujours, sauf s'il y a vraiment une intention artistique dans le coup, de choisir un point qui se trouve quelque part vers le milieu, de façon à avoir et de la profondeur et du jaillissement. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la collimation, c'est un choix d'une profondeur dans l'image qui va être considérée comme le plan de la feuille. Et là encore, on va aligner toutes les images exactement sur ce point. Alors après, c'est plus ou moins compliqué. Des fois, on choisit un point de collimation qui n'existe pas sur le sujet, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de col de chemise ou de bouton ou de grain de beauté qui correspondent à l'endroit où on veut la collimation. Et à ce moment-là, on est obligé de recourir à des calculs supplémentaires, c'est-à-dire qu'on stabilise sur un autre point, et après on déplace tous les calques, un peu comme un château, comme une pile de cartes, de façon à déplacer le point de collimatage pour placer notre ensemble dans l'emplacement qu'on veut pour le tirage lenticulaire. Est-ce que l'affiche qu'on voyait tout à l'heure de cinéma, c'est pas l'exemple aussi pour expliquer ce point de collimation? Ben, il est choisi également. Sauf que l'affiche de cinéma, évidemment, c'est pas de la photo, c'est... alors il y en a plusieurs, mais les affiches de cinéma qui sont là, c'est ce qu'on appelle de la transformation 2D en 3D. Autrement dit... Oui, on a fait des différents plans. On a fait différents plans en partant d'une affiche 2D, ça je pourrais vous en reparler également, et on a fabriqué le relief à partir d'une source 2D. Troisième cas de figure qui était également dans le dossier, une image comme la bouteille de Coca-Cola qui se trouve là, ça c'est de l'image de synthèse. Alors quand on est en image de synthèse, là on roule vraiment sur du velours, parce qu'on a le relief qui est développé dans la modélisation du graphiste, et il dispose d'une caméra virtuelle qui déplace. Et à ce moment-là, donc c'est absolument parfait, parce qu'on déplace la caméra virtuelle 60 fois en faisant 60 rendus, et on obtient notre séquence stéréoscopique avec le nombre d'images qu'on veut, collimater là où on veut, c'est le point de convergence des images. Voilà. Donc, une fois qu'on a tous nos calques stabilisés, ça c'est pour vite expliquer, on ne va pas rester là-dessus parce que c'est très technique et c'est un peu barbant, mais grosso modo, on réunit tous les points de vue qu'on a réussi à faire. Il faut qu'on les réduise pour que la largeur corresponde au nombre de lentilles qu'il y a sur le tirage. C'est un peu compliqué, on va sauter ça, passe à la vue suivante. Tu les inverses, les images? Non, je ne les inverse pas. C'est-à-dire que je shoot de droite à gauche, et donc la première photo qui est ici, c'est l'image de droite. Et puis ça, c'est la photo faite en se déplaçant à gauche, et puis ça, c'est la photo faite en se déplaçant encore à gauche, et ainsi de suite. Donc chacune de ces photos forme une paire stéréoscopique, c'est-à-dire de paire en paire, on a une paire stéréoscopique, l'image de droite devenant l'image de gauche de la paire suivante, et puis ainsi de suite, évidemment. Hein? Passe à la vue suivante. Alors après vient ce qu'on appelle, donc ça c'est technique, c'est fait par des logiciels, c'est juste pour que vous compreniez ce qui se passe, on fait ce qu'on appelle l'entrelaçage. C'est-à-dire que on va prendre la première colonne de pixels du premier calque et la reporter sur un nouveau document, et on va prendre la première colonne de pixels du calque suivant et le mettre à côté. Et puis on va prendre la première colonne de pixels du troisième calque et le mettre à côté, et ainsi de suite. Et quand on sera au bout de l'image, on prend la deuxième colonne de pixels et on commence une nouvelle série avec la deuxième colonne de pixels du calque suivant et ainsi de suite. Et si la photo est constituée de 400 lentilles, on va avoir comme ça 400 groupes
de lignes qui vont se succéder. Donc, au résultat, on obtient une image extrêmement large. Tiens, passe à la photo suivante. Je vais vous montrer le résultat de la photo que vous avez vue au début sur la berlingot. Le résultat du master entrelacé, c'est ça. Alors pourquoi est-ce que c'est extrêmement allongé? C'est extrêmement allongé parce que là, il y a les 40 prises de vue qui sont ajoutées les unes aux autres en largeur en conservant toute l'information pixel. Donc évidemment, comme on conserve toutes les informations, on obtient une image intermédiaire qui est complètement déformée, mais qui présente déjà un grand intérêt parce qu'on peut voir ce qui se passe dedans. Tiens, passe donc à la vue suivante, je vais vous montrer un peu à quoi ça ressemble. Voici l'aspect typique de l'image qu'on utilise en lenticulaire, où vous reconnaissez bien, déjà on voit apparaître des bandes qui correspondent à la partie d'image qu'on va imprimer derrière chaque lentille. Passe encore à la vue suivante, on va arriver à un gros plan. Donc ça, c'est vraiment toutes les images lenticulaires, avant d'être collées ou placées derrière le réseau optique, ressemblent à ceci. Mais pourquoi ce qu'on ne comprend pas, c'est qu'on prend l'image 1 jusqu'à l'image 40, oui. Jusqu'à la numéro 1 de l'image 40, oui. on devrait avoir toute la voiture. Donc, c'est-à-dire que ici, à l'intérieur d'une bande, on a les 40 photos, s'il y a eu 40 prises de vue. À savoir que si vous prenez une lentille comme ça, la colonne de gauche correspond à ce qu'on a vu quand on était à droite. Et puis la deuxième colonne correspond à ce qu'on a vu quand on était légèrement à gauche. Et puis ainsi de suite, la colonne du milieu correspond à ce qu'on a vu quand on était au centre. Et la colonne qui est tout à fait à droite correspond à ce qu'on a vu quand on était à gauche. Et ainsi de suite sur toute la largeur de la photo. Et en fait, les jolies courbes qu'on voit ici montrent simplement le déplacement apparent des points à la surface du tirage en fonction des points de vue. Ensuite, cette image, il reste à faire un fichier de tirage qui va correspondre très exactement au réseau lenticulaire vierge. Donc les réseaux lenticulaires vierges, c'est des feuilles avec que le réseau optique qu'on achète. Et il faut faire un tirage, tenez-vous bien, où les lentilles qu'on imprime correspondent exactement, physiquement, aux lentilles de la matière lenticulaire. Et évidemment, la précision à atteindre est extrêmement précise. Et donc, grosso modo, on fait des tirages au 25e de millimètre. Dans ce que vous avez là, c'est-à-dire c'est des tirages chez d'encre, mais dont la taille physique est gérée au 25e de millimètre. Une fois que le tirage physique... Alors, ça implique, pour savoir faire le tirage au 25e de millimètre, qu'au préalable, on a mesuré la taille du réseau lenticulaire également au 25e de millimètre. Et ça, on est obligé de le mesurer parce que c'est tellement précis que le fabricant lui-même, il peut donner une taille approximative. Mais quand vous allez être chez vous, vous allez utiliser votre imprimante. Et votre imprimante, à vous, elle a son idée personnelle de ce que c'est exactement un pouce. Donc, il faut faire des tirages de contrôle imprimés sur votre imprimante qu'on place sur le réseau lenticulaire receveur pour mesurer exactement ce qu'il considère être 50 lignes au pouce ou pas, ou à côté. Et si vous changez d'imprimante, il faut recalibrer, c'est-à-dire qu'il faut remesurer la nouvelle taille que va avoir le tirage sur une autre imprimante. Parce que entre deux Epson 4800, vous passez d'une Epson 4800 à une autre Epson 4800. À l'échelle où on se trouve, qui est l'échelle du micron, elles vont très vraisemblablement avoir des tailles de sortie légèrement différentes. Donc ça signifie qu'il faut un petit ensemble cohérent. En fait, on fabrique des mires de calibrage qui nous permettent de mesurer exactement le réseau lenticulaire. On fait le tirage comme on vient de le dire. Et puis ensuite, il y a encore un deuxième sport. Après, pour que le résultat soit parfait, on colle le tirage au dos du réseau lenticulaire. Et là, c'est robolote. Il faut coller au 25e de millimètre. Ou en tout cas, on essaye de coller au 25e de millimètre, c'est-à-dire qu'il faut que les lentilles imprimées soient placées en vis-à-vis des lentilles physiques de la matière lenticulaire. Alors là aussi, pour ça, on a des systèmes, on a des mires optiques en dehors du tirage qui nous permettent de nous placer le plus rigoureusement possible. Et puis, il faut de la méthode, il faut du calme,
Il faut essayer de travailler proprement, et puis il y a du déchet. Il y a du déchet, honnêtement, quand on cherche à travailler bien, il suffit de très peu de choses pour que le tirage parte à la poubelle. C'est collé? C'est collé. Là, tout ce que vous avez vu ici, que j'ai apporté ce soir, la colle, c'est du jet d'encre collé. Et la colle ne gêne pas, ne modifie rien? Alors, comme par hasard, et pour arranger les choses, vous comprenez bien que le tirage il est collé derrière le réseau optique, donc on voit le tirage à travers la colle, donc il faut qu'on achète la colle la plus chère. Donc ils vendent des colles de qualité optique. Donc c'est des colles qui, théoriquement, quand on a de la chance et qu'elles sont bien faites, n'ont pas de couleur, n'ont pas de bulles, n'ont pas de piqûres, n'ont pas de différence d'épaisseur. Elles sont très minces, elles font 12 microns. Et on pose la colle avec un soin infini pour pas qu'il y ait de poussière dans l'air qui se dépose. Et quand on relamine le tirage derrière, on fait très attention, on est très calme pour qu'il n'y ait pas de poussière qui vienne se déposer au moment où on finit de coller le tirage sur le réseau lenticulaire. Cette colle, elle est pulvérisée? Alors non, c'est de la colle en pulvérisée. J'ai essayé des formules pulvérisées, c'est jamais bon, parce que c'est pas assez uniforme. C'est de la colle en rouleau. C'est de la colle en rouleau. L'impression directe, elle n'existe toujours pas. Alors l'impression directe existe depuis peu, ça a commencé il y a 3 ans, donc c'est tout à fait récent, c'était très mauvais. Ils ont beaucoup travaillé, il y a 2 ans les machines étaient meilleures, il y a 1 an les machines étaient meilleures, encore aujourd'hui les machines sont encore un peu meilleures. Donc aujourd'hui il y a une petite partie de la production lenticulaire qui est faite ou qui va pouvoir être faite en impression directe au dos du réseau lenticulaire. Et quand le collage a foiré, on peut récupérer le... Non, c'est mort. C'est mort. On peut avoir une idée du coût d'une plaque? Alors, les plaques, le coût des plaques, en fait, les fabricants qui fabriquent du réseau lenticulaire, ils ne nous vendent pas du réseau optique, et eux, ils vendent de la matière plastique. Donc, grosso modo, le réseau lenticulaire, il est vendu au poids, j'allais quasiment dire, il est vendu au poids. Donc, les petits réseaux très minces et très fins, c'est des réseaux qui font 1/2 millimètre d'épaisseur, 485 microns, qui correspondent à tout ce que vous voyez en boutique, en carte postale, les petits réseaux lenticulaires du commerce. Ça, c'est un réseau qui coûte pas très cher, ça coûte de l'ordre, je vous donne un ordre de grandeur, de l'ordre de 30 à 40 centimes les feuilles qui font 50 cm par 70. Et puis au fur et à mesure qu'on grossit les lentilles, parce que je vais vous montrer qu'on a tout un choix de réseau lenticulaire, au fur et à mesure qu'on grossit les lentilles, on grossit l'épaisseur des lentilles, et là le prix monte, puisque, vous le savez, le poids d'un réseau lenticulaire, il augmente avec le cube de la largeur. Donc le poids augmente très vite, et donc les prix explosent, et sur les grandes feuilles de lenticulaire, qui sont épaisses, qui sont du 20 lignes-pouces, qui font 1,20 m par 1,80 m, on arrive à 100 € la feuille. Donc quand on a des feuilles à 100 € pièce, on essaye de ne pas se louper. Mais le problème est le même, plus c'est grand, plus c'est difficile, donc on se loupe. Donc dans le prix, on prévoit la possibilité de se rater, donc ça donne des travaux très très chers. Voilà. Et le prix, effectivement, il augmente beaucoup et très vite avec la taille du réseau lenticulaire. Oui? Il y a une chose qui m'échappe. Ouais. L'image qu'on a là, elle est 40 fois plus large que l'image normale, que l'image d'origine. Oui, alors on rétablit. Ah bon, il y a voilà. une autre étape alors. Voilà, ça c'est un gros plan du master qui est complètement anamorphosé. Et à l'étape de cet original, on fait un changement de taille sans conserver les proportions. Pour rétablir les bonnes proportions d'origine, et 2, pour se mettre exactement à la taille physique du tirage qu'on veut obtenir, et pour se mettre exactement à la résolution des imprimantes. Ça c'est un petit détail, mais comme on est sur un système de fréquence avec des lignes et des barres, on est très 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 facilement sujet à des phénomènes de moirage. C'est-à-dire à des phénomènes où le système d'impression il est obligé de recalculer une colonne de pixels pour réussir à se tenir à jour avec le nombre de lentilles qui passent. Donc, pour faire les bons tirages sans moirage,
il est absolument indispensable de finir de calculer le fichier à un multiple de la machine, du moteur interne de la machine qui imprime. Donc je vous donne un exemple pour que vous voyez ce que ça veut dire. Ça signifie que par exemple, si on utilise une machine jet d'encre de type Canon ou de type HP, ce sont des machines qui travaillent à 1440 dpi, non, qui travaillent à 1000, qui travaillent, pas que je vous raconte des bêtises, qui travaillent à 2400 dpi. Donc 2400 dpi, le quart de 2400 c'est 600. Pour ces machines-là, on prépare les fichiers à 600 pixels par pouce. C'est-à-dire 600 pixels par pouce, c'est un sous-multiple exact de 2004. Et on obtient des tirages qui ne moirent pas avec le réseau lenticulaire. Chez Epson, la résolution native du moteur, c'est 2880 dpi. Donc 2880 divisé par 4, ça fait 720 pixels par pouce. On prépare tous les fichiers à 720 pixels par pouce. Et puis quand on passe en offset, alors on a des résolutions encore supérieures de type 2540 dpi jusqu'à 4000 dpi. Et là aussi, on calcule toujours les fichiers dans des sous-multiples exacts de la résolution de sortie des systèmes d'écriture. Voilà. Henri, ouais. Une question. Là, quand tu fais ton image, elle est, si tu as 40 images, elle est 40 fois plus longue. Ouais. Elle fait toujours la même hauteur. Elle fait toujours la même hauteur. Tu fais quoi? Tu fais une compression ou tu l'étends déjà verticalement, puis après tu recomprimes le tout? C'est fait en se mettant, par exemple pour de l'Epson, on se met à 720 dpi et puis il faut que le tirage il fasse 34, cm 548 par 30 cm, 232 et la plupart du temps c'est un mélange de compression et d'extension. Ah d'accord. Ah, ouais. C'est une vraie bouillie de pixels. Et c'est vraiment intéressant de faire 60 images pour finalement faire confiance à la machine qui ouais. va faire sa bouillie comme tu dis. Ah ouais, c'est une bouillie de pixels. On ne maîtrise pas grand-chose. Si, on s'aperçoit quand même... Il doit être meilleur, c'est tout. Voilà, on s'aperçoit quand même, selon les images, qu'il est nécessaire, selon le sujet, hein, selon les images, on pourra y revenir, il est nécessaire de monter d'un 36 théorique à un 60, voire un 180, voire un 300. On a fait des images, mais que je n'ai pas apporté ici, avec jusqu'à 300 calques. 300 points de vue. Ah, 300. Ouais. Ça, c'est des images où il y a des arrière-plans très loin et on veut que l'arrière-plan, ben, il y a toujours une information, une image qui corresponde à la position de l'arrière-plan. Il n'y a pas moyen d'agir sur la bouillie, entre guillemets. Non, mais l'expérience montre que la bouillie est relativement fine. Elle est vraiment, on est étonné. On travaille quand même dans le très très fin, donc c'est une bouillie très très fine. Et avec le recul de 30, 40, 50, 1,50 m qu'on prend devant le tirage, on obtient les résultats que vous avez vus. Oui, Pierre. Quand tu dis l'impression au dos, c'est nouveau, mais pas en industrie. En industrie, c'est fait. Depuis... Ah oui, en offset, oui. Tu as raison, oui. Oui, en offset. Oui. Les os qu'on voit en grande diffusion sont imprimés au dos. Voilà. Mettons qu'en impression au dos, il faut distinguer deux façons de fabriquer, deux catégories de fabrication. La première catégorie de fabrication, effectivement, existe alors depuis au moins 15 ans, même 20, c'est l'impression offset. Alors l'impression offset, elle se fait directement au dos du réseau lenticulaire, et c'est des grandes feuilles souples qui passent dans le train offset, c'est-à-dire c'est des feuilles de réseau lenticulaire qui sont suffisamment souples pour passer entre les blanchets groupe après groupe et qui sont imprimés en cyan, en magenta, en jaune et puis en noir. Alors, il faut évidemment que les 4 groupes repèrent d'une façon absolument parfaite, c'est-à-dire bien meilleure que pour une impression offset classique, sinon on obtient des tirages qui sont moirés en cyan d'un côté et en magenta de l'autre. Et il faut que les feuilles passent absolument droit, puisque là encore, il faut que l'imprimeur, que le conducteur machine, il imprime ces feuilles avec l'impression d'image qui se trouve sur le tambour, il faut qu'elle tombe sur les lignes de la matière lenticulaire. Donc ça, effectivement, ça existe depuis 20 ans. Ce qui est tout à fait nouveau, c'est les nouvelles machines jet d'encre UV. Donc les nouvelles machines jet d'encre UV, c'est quoi? C'est une nouvelle génération de machines jet d'encre qui sont un peu comme les machines que vous connaissez, sauf que les encres ne sèchent pas. Elles ne sèchent que quand on les expose aux ultraviolets. Donc typiquement, ça se présente sous la forme
Alors c'est des très grosses machines, très chères. Ça se présente sous la forme d'un grand plateau. On pose la matière lenticulaire, on la repère sur ce plateau, et il y a un pont roulant avec les têtes couleurs, jet d'encre, qui se déplace au-dessus du tirage et qui balaye comme sur un jet d'encre classique. On imprime directement sur la feuille lenticulaire, et pour que les encres sèchent sur le PETG, les réseaux lenticulaires en général sont en polyéthylène glycol. Il y a des lampes ultraviolettes qui exposent les encres une fois qu'elles ont été déposées, qui polymérisent l'encre sur le réseau lenticulaire. Et donc c'est ce qu'on appelle l'impression jet d'encre UV. Donc ça c'est la nouvelle façon d'imprimer qui pousse depuis 3 ans et qui pousse régulièrement. C'est des grosses machines qui permettent de faire de très grandes images, de très grands tirages. L'inconvénient principal, c'est qu'ils ne fabriquent pas encore de jet d'encre UV qui atteignent la résolution de ce qui est aujourd'hui la meilleure imprimante normale ou standard sur le marché jet d'encre, qui est l'Epson. L'Epson est à 2880 dpi. Le jet d'encre UV actuel est les meilleurs sont autour de 1400 dpi. Et donc ça, le nombre de dpi, ça limite automatiquement, la capacité à faire du relief. Voilà. Et c'est pareil, par contre en offset, il y a des flasheuses qui montent à 4000 dpi. Alors là, à 4000 dpi, on a des finesses et des forces de relief absolument incroyables. Oui ? Quand tu parlais de résolution du moteur, par exemple, en 2400 dpi, oui. C'est la résolution d'impression de l'imprimante ou c'est une relation directe avec le pas du moteur qui déplace? Ben les deux. C'est en relation directe avec le pas du moteur. Et en fait, quand on dit 2880 dpi en parlant de l'Epson, c'est la distance qu'il y a entre les gouttes d'encre. En offset, quand on parle de 2540 dpi, c'est la distance qu'il y a entre les points d'impact du laser qui expose aujourd'hui les plaques en CTP. Donc c'est la distance qu'il y a entre des points qui sont noirs ou blancs. Voilà. Donc c'est de la très haute résolution parce que c'est ces points très fins et très rapprochés qui vont faire des niveaux de gris en se reculant. Là, on rentre dans un domaine très, très compliqué. Bien, maintenant on va regarder, on peut regarder un peu plus en technique. Tiens, passe-nous la vue suivante, Daniel, pour voir. Ah ben ça, c'est le résultat final des images qu'on peut voir. Là, c'est du rétro-éclairé sur le salon de l'auto. Continue, ça c'est... Alors, maintenant, oui, on va reparler. Ça, c'est l'image du début, juste pour vous rafraîchir la mémoire. Donc, vous vous souvenez, selon l'angle sous lequel on voit le réseau lenticulaire, on voit un point différent à l'arrière du réseau lenticulaire. Voilà, avance encore. Alors voilà, ça c'est à nouveau une autre façon de présenter le schéma que vous aviez au début, qui explique que quand il n'y a pas de parallaxe du tout, c'est un point qui se trouve, on a l'impression qu'il se trouve à la surface du réseau lenticulaire, et c'est un point fixe qui ne bouge pas. Quand le point se déplace, on obtient soit du jaillissement, soit un effet de profondeur, selon l'ordre dans lequel le point qui se déplace. La distance, on voit tout de suite ici que l'effet de profondeur qu'on a, c'est cette distance-ci. C'est cette distance-ci en jaillissement et c'est cette distance-ci en profondeur. Donc ça signifie qu'avec des yeux, avec une paire d'yeux d'observateurs égale, quelque part le relief, il est directement lié à ce déplacement apparent qu'on appelle la parallaxe, c'est-à-dire que si ici j'augmente cette distance, j'augmente le parallaxe, je vais faire chasser mon point beaucoup plus loin. Autrement dit, si on veut faire du relief et si on se dit j'aimerais faire du relief, comment est-ce que je vais faire? La première chose sur laquelle on va chercher à jouer, c'est la parallaxe, parce que plus la parallaxe va être importante, plus on va chasser ces points en avant et en arrière. Voilà, passe-nous la vue suivante. Voilà, juste maintenant la petite partie vraiment théorique que je voulais vous montrer ce soir pour que vous compreniez la logique du réseau lenticulaire. Comment joue-t-on sur cette parallaxe pour réussir à faire le plus de relief possible? Alors, en fait, il y a trois paramètres. Il y a trois paramètres qui jouent et sur lesquels on peut jouer pour obtenir du relief. La première, c'est le pas du réseau. La deuxième, c'est l'angle d'ouverture du réseau lenticulaire. Et la troisième, c'est la finesse du système d'écriture.
Donc je vais vous montrer ces 3 points qui sont en fait quasiment les leviers qu'on peut utiliser pour gérer le relief sur une image lenticulaire. Le pas du réseau est très étonnant, et je ne vais pas vous faire la démonstration ce soir parce que ce serait trop long, puis ce n'est pas le sujet, mais grosso modo avec ce petit dessin, vous allez comprendre le phénomène, en tout cas. Si on prend un réseau donné, on imprime des points derrière, et évidemment, on imprime des points derrière chaque lentille. Supposons qu'avec notre système d'écriture, avec notre imprimante, on soit capable d'imprimer 6 pixels derrière une lentille. Si on a un objet qui se déplace à la surface du réseau lenticulaire, on a vu que c'était la parallaxe qui faisait le relief, ça signifie que sur la première lentille, on pourrait l'imprimer tout à fait à gauche. Sur la deuxième lentille, on va l'imprimer en position 2, sur la troisième en position 3, sur la quatrième en position 4, sur la cinquième en position 5, et sur la sixième, on va arriver au dernier pixel de disponible qu'on puisse imprimer derrière le réseau lenticulaire. On a une parallaxe de 6 lentilles, c'est-à-dire que le déplacement apparent de notre objet sur le réseau lenticulaire, il se déplace d'une parallaxe qui vaut 6 lentilles. Maintenant, supposons que je me dise, tiens, je vais changer de réseau lenticulaire, je prends un réseau lenticulaire qui fait le double, qui fait exactement le double de mon réseau précédent. Donc vous voyez ici, c'est le cas. Ici, j'avais 6 lentilles, et ici, j'en ai 3. Donc ici, j'ai bien un réseau lenticulaire qui fait le double en pas du réseau lenticulaire précédent. Si on recommence la même opération parce qu'on utilise la même imprimante, vous allez voir qu'on déplace progressivement le pixel. Au bout de 6 déplacements, on est arrivé pile poil au milieu de la lentille, et on continue 7, 8, 9, 10, 11, 12. En 12 lentilles, comme on a le double de surface derrière le réseau lenticulaire, derrière le pas, on a pu mettre le double d'images. Mais donc le double d'images, comme le réseau en plus, il fait le double en grosseur du premier, la parallaxe qui en résulte, elle n'est pas du double, elle est du quadruple. Autrement dit, c'est ça le phénomène tout à fait extraordinaire. On s'aperçoit qu'en doublant le réseau lenticulaire, on peut construire une parallaxe 4 fois plus importante que sur le réseau de moitié. Autrement dit, et pour éviter de vous faire la démonstration, ce qu'il faut retenir, c'est que le relief qu'on peut faire avec un réseau lenticulaire, il croît avec le carré du pas. Alors croître avec le carré du pas, pour ceux qui ont fait un peu de mathématiques, ils savent que c'est prodigieux, c'est énorme. Ça signifie que quand on passe dans un réseau lenticulaire qui fait 3 mm de pas à un réseau lenticulaire qui fait 6 mm de pas, on ne peut pas doubler le relief, on peut le quadrupler. Donc, le relief augmente, la possibilité de relief augmente énormément au fur et à mesure qu'on grossit les réseaux lenticulaires. Donc ça, c'est le premier levier, le levier essentiel. C'est la raison pour laquelle, dès qu'on a compris ça, les gens qui font des images lenticulaires et qui veulent faire beaucoup de relief, ils cherchent a priori à utiliser les plus gros réseaux lenticulaires possibles en pas, parce que très vite, on augmente un tout petit peu la largeur du réseau lenticulaire, on peut faire beaucoup de relief en plus, et c'est formidable. L'inconvénient essentiel de cette progression, on le voit déjà ici à l'image, c'est que dans ce réseau-là, il n'y a pas le double de plastique que là, il y en a 4 fois plus, parce qu'on est, ça c'est une coupe, on est en surface en réalité, et comme ceux qui font les réseaux lenticulaires, ils vous vendent aussi de la réseau lenticulaire, de la matière résine en plastique, les prix, eux, ils sont aussi exponentiels que le relief qu'on peut en tirer, et c'est comme ça qu'on arrive à des feuilles très minces qui sont tout à fait abordables, et qu'on arrive à des gros réseaux lenticulaires épais qui valent absolument un prix fou. Voilà. Donc ça, c'est le premier levier qui nous permet de faire du relief, c'est la largeur des lentilles. On va passer ensuite à la deuxième possibilité. La deuxième possibilité, c'est l'angle d'ouverture. Donc juste pour expliquer ce que c'est que l'angle d'ouverture, ça c'est un petit dessin qui vous montre que quand on vient taper ici en regardant une image lenticulaire, la focalisation de la lentille fait qu'on focalise dans cette largeur de lentille, et que si on regarde d'une façon plus oblique qu'ici, en fait on va aller voir
à l'extérieur de la lentille. Mais donc l'image en relief, elle est limitée à cette largeur. Donc, en fonction des rayons de courbure, on est limité à l'angle produit par ces deux faisceaux ici à gauche et à droite. Et c'est ce qu'on appelle l'angle d'ouverture du réseau lenticulaire. D'ailleurs, vous en êtes rendu compte certainement sur les tirages qu'on a fait circuler. C'est en relief à l'intérieur d'un certain angle. Et puis quand on atteint une certaine position à gauche, on voit l'image qui se dédouble. Et si on continue, on retombe sur une nouvelle image en relief lenticulaire. Mais à ce moment-là, on regarde par ici et on est en train de regarder en réalité l'image qui a été imprimée, qui était destinée à la lentille suivante. Et l'image saute parce que quand on arrive ici à ce point-ci et qu'on continue à regarder, s'il y a 50 images dans le réseau lenticulaire, on va passer d'un seul coup de la 50e image à la première. Donc 50 images de la première, elles sont complètement différentes. L'image présente un grand saut. On va passer à l'image suivante pour expliquer que il existe sur le marché des réseaux lenticulaires à angles différents, exactement comme en photo. Il y a des grands angles et des focales normales et des téléobjectifs. C'est une focale, donc c'est exactement la même chose. Ici, j'ai dessiné deux réseaux lenticulaires qui ont exactement le même pas. Elles ont exactement la même largeur. Mais on a ici une optique plutôt grand angle et on voit l'angle d'ouverture. Résultat, la matière lenticulaire est moins épaisse et le rayon de courbure de la lentille est plus accentué. Et de l'autre côté, on a un réseau lenticulaire de même pas avec beaucoup plus d'épaisseur, donc beaucoup plus cher, par parenthèse, et avec un angle d'ouverture beaucoup plus étroitisé. Alors, le résultat sur notre image en relief, c'est que, vu que les deux lentilles qui sont ici ont le même pas, c'est-à-dire qu'elles font la même largeur, avec notre imprimante, nous, on va imprimer exactement la même quantité de pixels au dos, puisque l'imprimante, elle fait ce qu'elle peut à la résolution qu'elle peut. Mais dans l'exemple qui est à droite, cette même image imprimée sur la même largeur de lentille, la paire stéréoscopique qu'on va voir avec les deux yeux vont être des images plus écartées. Donc ce réseau-ci va donner une image avec beaucoup plus de relief que ce réseau-là qui est un grand angle. Donc on va dire c'est un avantage. Oui, c'est un avantage, plus de relief, mais un, c'est un réseau plus cher. Deux, on est en relief à l'intérieur d'un angle. Et quand on arrive ici, quand on regarde ici, paf, on voit l'image qui se dédouble. Donc l'inconvénient aussi des réseaux à longue focale, c'est qu'on est bien en relief quand on est placé au bon endroit, et quand on se déplace, beaucoup plus vite on va tomber sur l'image double qui est désagréable, à gauche comme à droite, et ça peut être un inconfort, Et en fait, comme toujours, dans tous ces problèmes d'image, on est amené à faire des arbitrages, c'est-à-dire que, image par image, on va se demander qu'est-ce que je préfère, avoir le confort d'un angle plus large mais qui a moins de relief, mais où on peut se mettre à peu près n'importe où, et c'est bon, c'est agréable, ou se dire je veux absolument plus de relief, quitte à ce que l'angle de vision soit plus étroit. Pour donner un exemple, il y a des réseaux lenticulaires en télévision, notamment on pense à l'alioscopie. Alors à l'alioscopie, ils ont pris un parti pris, dans tous les réseaux lenticulaires de télévision, ils ont pris un parti pris de réseaux lenticulaires à angle très étroit, puisque ce sont des réseaux de l'ordre de 18 degrés. Pourquoi est-ce qu'ils ont pris ce parti-là? Parce qu'ils se sont dit que devant un écran de télévision, en général, on s'assoit, et quand l'image est bien et qu'elle est en relief, ben on ne bouge plus. Voilà. Alors que moi, souvent, mon parti pris consiste à prendre des images larges, à angle large. C'est le cas de la plupart des portraits que vous avez vus ici, parce que je trouve qu'il est intéressant d'être devant une image et de pouvoir se déplacer parce qu'elle est au mur. Et qu'en se déplaçant, on veut pouvoir voir le relief se développer et voir découvrir des parties de l'image qui étaient cachées auparavant par un obstacle au premier plan. Et je trouve ça assez ludique. Voilà, donc ça, c'est pas, l'un n'est pas plus mauvais que l'autre, ce sont des choix artistiques. Voilà. Alors, pour revenir maintenant à l'incidence du relief, si on veut aller au fond de la chose technique, l'incidence du relief, il dépend de la tangente du demi-angle d'ouverture. Donc là, on rentre un peu dans des maths, mais grosso modo, vous prenez l'angle d'ouverture, par exemple 47 degrés, la moitié c'est 23,5 degrés. Vous prenez la tangente de 23,5 degrés dans le calculateur de l'ordinateur ou une petite calculette, vous obtenez un chiffre. Ici, un réseau à angle étroit, par exemple 25 degrés, la moitié c'est 12,5 degrés. Vous prenez la tangente de 12,5 degrés et vous allez avoir deux grandeurs à comparer qui va vous donner mathématiquement la différence de relief
qu'on va obtenir en exploitant la même image derrière les deux réseaux lenticulaires. Voilà. Une question pratique. Ouais. Quelle est la hauteur d'un réseau grand angle et quelle est la hauteur d'un angle étroit? La différence de hauteur est... Ah, elle peut être du simple au double. Du simple au double. Ah oui, 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 absolument, oui. Oui, oui. C'est énorme. Oui, oui, c'est énorme. Oui, oui. Oui, la hauteur d'un... L'épaisseur. 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 C'est la distance focale de la longueur. Ouais, ouais. Bah, en photo, tu prends un 24 et un 150, tu vois, là, un 24 c'est comme ça, un 150 c'est comme ça. On est exactement dans la même logique qu'une optique d'appareil. Vous dites qu'il y a des différences de relief. Quelle est l'unité que vous prenez pour dire qu'il y a plus de relief que de relief? C'est quoi? C'est la distance entre le point le plus jailli? Non, non, parce que ça, je pourrais y revenir, mais c'est compliqué. Non, on n'a pas des unités. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait des tableaux qui fusionnent la tangente du demi-angle avec les carrés du pas du réseau, et on peut faire des tableaux. On peut faire des tableaux comparatifs du relief possible. Je pourrais vous fournir ça si vraiment vous êtes intéressé. On peut faire des tableaux comparatifs en fonction et du pas du réseau et de l'angle d'ouverture. Et par exemple, vous, avec votre œil d'expert, quand vous regardez une image, ouais. Quand vous dites là, il y a beaucoup de relief, ouais. Comment vous le mesurez? Enfin, vous mesurez comment vous le sentez? C'est quoi? Bah, je l'apprécie en fonction des 140 ou 300 ou 600 tirages précédents que j'ai fait. Ah ouais, non, c'est vraiment un domaine où l'expérience est terrible, quoi. Ce qui n'empêche pas que j'ai quand même calculé des tableaux où j'ai listé tous les réseaux lenticulaires qui existent et que je connaisse, avec le chiffre théorique du relief possible qu'on peut en sortir. Donc ces valeurs-là, je les ai. Ce que tu appelles donc cette valeur de relief, ouais. Ça représente la profondeur de l'objet reconstitué tel que tu la verras depuis une certaine distance? Oui, on peut dire ça, oui. Donc c'est la même chose que quand on calculait en inverse de mètre, la différence d'inverse de mètre d'un objet par exemple de 2 mètres à l'infini. Oui. On a le même relief que d'1 mètre à 2 mètres. Voilà, c'est ça, c'est un peu l'équivalent. C'est l'équivalent à ça? Ouais. Et puis en fait, maintenant, on peut tout de suite parler du troisième facteur parce qu'il est tout à fait évident. Ici, je vous ai dit, on peut comparer le relief en imprimant, en plaçant au dos de cette lentille un tirage venant de la même imprimante. Le troisième facteur est évident. Il est évident que si on a un système d'écriture plus fin qui permet d'imprimer plus de pixels, on va loger plus d'informations derrière une lentille. Et ça, c'est le troisième facteur. Le relief en réseau lenticulaire est évidemment à la base une course au système d'écriture le plus fin. En sachant que plus le système d'écriture est fin, plus on va pouvoir faire de relief. Et pour donner un exemple très simple et très concret, il y a des gens qui ont des Canon et des HP qui permettent de faire des tirages à 600 pixels par pouce. Ceux qui sont équipés en Epson, ils peuvent faire des tirages à 720 pixels par pouce. Donc de 600 à 720, il y a 20% d'écart. Et bien ça se voit directement dans le tirage. Avec une Epson, on fait des tirages qui ont 20% de relief de plus que les tirages faits avec des Canon ou des HP. C'est absolument direct comme effet. Voilà. Je ne sais pas s'il y a encore des images après, fais voir, on est un peu au bout. Non, on est au bout, voilà. Voilà, on boucle. On a bouclé. Donc, ben voilà, je suis ouvert à vos questions si vous en avez. Oui. Au niveau des réseaux, parce que là tu as dit qu'il fallait calibrer en fait chaque impression. Oui. Mais au niveau des réseaux, est-ce qu'ils sont fabriqués avec une précision suffisante, quoi? Alors, ou est-ce qu'à chaque feuille ou avec chaque lot d'un nouveau fabricant, il va falloir recalibrer les choses? Alors, ceux qui fabriquent les réseaux lenticulaires rencontrent un peu les mêmes difficultés de nous. Moi, je dis toujours que plus c'est grand, plus c'est difficile. Et pour les fabricants de réseaux lenticulaires, c'est pareil. Les réseaux lenticulaires fins, avec des lignes fines, des pas serrés, ils arrivent à avoir des productions remarquablement stables. C'est-à-dire que tu achètes un paquet de 1500 feuilles, qui a été fabriqué évidemment par l'usine en même temps et découpé. Tu mesures les 2 premières feuilles pour voir s'il n'y a pas de différence, et tu peux avaler toute ta palette de 1500 feuilles, ça ne va pas bouger. Tu achètes du gros réseau lenticulaire
du type 20 lignes pouces, où les lignes font 1 mm 27. Donc c'est du gros réseau lenticulaire qui sont des grandes feuilles qui font 1 m 20 par 1 m 80. Alors là, c'est fabriqué en même temps. Ils te livrent 10 feuilles qui ont été fabriquées à la suite les unes des autres et coupées. Moi, je mesure chaque feuille. Je mesure chaque feuille parce qu'elles sont différentes. Il y a des différences. Et on a de la chance si, en plus, elles ne font pas un peu comme ça, si elles ne tournent pas un peu. Enfin, plus les feuilles lenticulaires sont grandes et plus elles ont de défauts. Donc manifestement, plus c'est difficile à fabriquer. Et il peut y avoir une différence de linéature dans la même feuille? Il peut y avoir des différences de linéature dans la même feuille, ce qui est l'enfer. Ce qui est l'enfer. Et ça, dans les grandes feuilles, on en a régulièrement, plus avec certains fabricants, mais on en a régulièrement, et c'est toute la difficulté de fabriquer des grandes feuilles. Les petites feuilles, en général, sont très bonnes. Mais c'est parce que le procédé de fabrication est différent pour les grandes... Non, c'est le même. Et les petites, ou... C'est le même. Il y a plus de matière. C'est le même, mais manifestement, c'est beaucoup plus difficile à fabriquer. Mettons que ces réseaux lenticulaires, à peu près à 100%, ils sont fabriqués en extrusion. Autrement dit, c'est une résine en pâte molle, voire très molle, qui passe entre des galets. Elle passe à une température de 160 degrés et quelques. En fait, c'est des petits grains. C'est des petits grains de matière plastique dans des sacs qui sont fondus. Ils sont montés à 160 degrés. À 160 degrés, virgule quelque chose, c'est très précis. Ça devient une pâte molle qui est conduite entre des galets. Et les galets, il y a un grand galet qui a la forme du réseau lenticulaire en négatif et un autre galet qui est lisse. L'épaisseur des deux galets, il est réglé très exactement pour qu'on obtienne l'épaisseur de focalisation recherchée par le réseau. Et cette pâte molle, elle passe entre les deux galets qui tournent et elle sort. Et à partir du moment où elle sort, elle refroidit. Et c'est là où il y a tout le problème, c'est que quand tu as un train, c'est des machines qui font 50 mètres de long, hein, c'est tout à fait impressionnant. Quand tu as ça s'appelle donc de l'extrusion, et quand tu as ta matière de résine qui sort des galets, elle se met à se refroidir. Et si par hasard, le côté droit refroidit plus vite que le côté gauche, la matière va se mettre à tirer légèrement comme ça à droite. Donc il y a toute une technique sophistiquée pour que l'extrusion refroidisse partout de la même manière, mais en réalité, il n'y arrive pas au micron près. J'ai jamais vu des grands formats lenticulaires. Et apparemment, les feuilles très minces, c'est des feuilles qui font 480 microns, donc c'est même en dessous du demi-millimètre. Ça se passe beaucoup mieux, le refroidissement est beaucoup plus étal, beaucoup plus linéaire, et ils réussissent des fabrications de feuilles fines qui sont honnêtement remarquablement stables. Oui ? Ces machines et ces fabrications sont exclusivement pour ce type d'application? Non, pas du tout. Le marché, malheureusement, n'est pas assez grand pour ça. Non, les extrudeurs, c'est une branche de fabrication professionnelle qui fabrique tout ce qui est, tout ce que vous connaissez comme feuilles en plastique. Par exemple, si ça se trouve, non, ça c'est un écran, mais les parois de douche, les grandes feuilles en plastique, tout ce que vous connaissez comme PVC, comme PETG, comme panneaux de toit, comme tout ça, en général, c'est extrudé dans des gigantesques usines qui font de l'extrusion. Et de temps en temps, ils font une extrusion lenticulaire, c'est-à-dire qu'ils remplacent les deux tambours plats par un tambour où il y a la forme optique du réseau lenticulaire a été gravée en négatif sur tout le tour du tambour. Est-ce qu'il y a beaucoup de fournisseurs Non, pas beaucoup, non. Ils ne font pas par calendrage à partir de feuilles? Non. Ça se fait plus, ça se faisait avant ça. J'ai vu ça en Chine. En Chine, je connais un fabricant qui fait du réseau lenticulaire en vinyle, qui n'est pas de bonne qualité, mais où effectivement il rentre une feuille de vinyle qui fait à peu près 50 cm sur 60, qui est chauffée à une certaine température, et puis il y a un pilon au-dessus, à plat, et sur le pilon il y a la forme du réseau lenticulaire en négatif, et le pilon descend et pouf, il estampe la feuille, et il se relève, et donc on a une feuille avec un réseau lenticulaire gaufré. Et donc c'est limité à la surface du pilon? C'est limité à la surface du pilon. Et ça ne se fait pas, comme tu dis, avec des rouleaux, à calendrer, justement? Non. Une feuille qui passe, Non. Non, j'ai pas vu ça. Alors évidemment, sur les extrudeurs, c'est des centaines de mètres de réseau lenticulaire qui sortent
en défilement continu, puis au fur et à mesure que ça se refroidit, c'est coupé avec des moyens sophistiqués, puisque il y a les machines qui coupent la matière lenticulaire qui elle-même avance à la même vitesse que le train de matière en résine. Enfin, c'est des installations absolument démentes. Mais voilà, on n'arrive pas à une qualité parfaite, surtout dans les grandes matières. Donc en fait, moi régulièrement, on vérifie la taille des réseaux lenticulaires, et même à l'intérieur de l'atelier, quand on a fait un tirage en janvier, si on le refait en février, c'est bon, mais si on le refait en juillet, il fait 24 degrés au lieu de faire 18 dans l'atelier, et là on remesure la taille du réseau lenticulaire, parce que entre janvier et août, il est vraisemblablement un peu plus petit ou un peu plus grand, et puis l'imprimante aussi qui tourne à 24 degrés au lieu de tourner à 18, peut-être qu'elle ne fait pas les centimètres de pixels exactement à la même taille. Pour des grands tirages qui font par exemple 80 cm de largeur, ouais. Tu utilises quel pas pratiquement autour de 80 cm, je suis sur du 30 lignes pouces si c'est de l'animation. Là, je n'en ai pas apporté. Des dixièmes de millimètre. Voilà, si c'est de l'animation, et du 20 lignes pouces, c'est-à-dire 1 mm 27, quand c'est du relief. Voilà. Le relief, ça donne ça en... J'en ai apporté une que je vais vous montrer, mais là, on ne peut pas la tenir à la main. On ne peut pas la tenir à la main tellement c'est fort. Voilà un tirage en 20 lignes pouces. Donc, c'est du réseau de 1 mm 27. Ouais. Donc là, il n'y a pas besoin d'être prêt. Il n'y a pas besoin d'être prêt pour voir ce qui se passe, quoi. Donc là, tu as combien d'images et quelle résolution d'imprimante? C'est de l'Epson à 720 pixels par pouce. Et il y a une cinquantaine d'images. Il y a une cinquantaine d'images originales. On pourrait faire un GIF animé avec les photos. Oui, on peut, oui. Ça marche. D'ailleurs, c'est ce qu'on fait. On fait des GIFs animés avant de passer en tirage pour voir s'il y a un défaut. On monte les 50 images sur un GIF et puis on regarde si ça se passe bien, quoi. C'est une bonne façon de contrôler, parce que comme les tirages coûtent cher et qui consomment beaucoup de temps et d'argent, on ne se prive pas de faire des GIFs animés pour vérifier, pour mettre les chances de notre côté. Quand on regarde le réseau, on voit les deux images que l'on voit pour voir le relief. Ouais. Ce sont deux images successives dans le classement? Non, pas du tout. Pas du tout, justement. Bon, c'est parti, mais grosso modo, vous comprenez. Mettons que si tu as une séquence de 60 images, de 60 points de vue, vraisemblablement, quand tu regardes de l'image ici, l'œil gauche voit la 12 et l'œil droit voit la 17, par exemple. Mais tu ne vois pas deux images qui suivent. Mais par contre, ça, c'est constant, quel que soit la lentille. Voilà, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure que tu te déplaces, si tu vois la 12 et la 17, si tu bouges un peu, tu vas voir la 13 et la 18, et puis tu vas voir la 14 et la 19. Je pose la question parce que quand on fait une photo en relief simple, on va dire, avec deux prises de vue, ensuite on les ajuste pour avoir la meilleure qualité de relief. Ça veut dire que là, pour faire un bon relief, il faut ajuster la première et la cinquième, la deuxième et la sixième? Non. En fait, ça vient un peu spontanément. C'est-à-dire que quand tu as tes 60 ou tes 50 prises de vue et que tu fais l'opération de stabilisation, c'est-à-dire que tu alignes chaque image rigoureusement sur le même repère ou sur le même pixel, c'est un peu l'effet que tu obtiens, quoi. Pour peu qu'en plus, tu n'aies pas trop de changement de pitch, de changement d'angle, ou de changement de plongée, en faisant la stabilisation soigneusement, tu obtiens une image qui répond à ce résultat. Oui, quand on travaille sur un rail linéaire, bon, je en avais parlé tout à l'heure, la grandeur d'image n'est pas la même aux deux extrémités qu'au centre. Quel est l'angle maximum que l'on peut se permettre? Alors, grosso modo, jusqu'à 25 degrés de réseau lenticulaire, c'est-à-dire plus ou moins 12 degrés, ça passe très bien. On est incapable de dire qu'on sente l'image plus petite. Quand on arrive dans des angles d'ouverture de l'ordre de 47 degrés, c'est-à-dire plus 23 et moins 23, alors là vers 20 degrés et plus, si tu regardes, tu vas pouvoir tu vas commencer à sentir que ton sujet est diminué, quoi.
à un tel point que quand je fais des photos en plein pied, c'est surtout gênant en plein pied. Parce que quand on voit les pieds, je ne les ai pas apportés ici parce que c'est des très grands formats. Quand on voit les pieds, sur le tirage lenticulaire, il faut absolument que les pieds soient posés au sol et pas qu'ils fassent comme ça. Ah, donc, on justifie pour que les pieds soient horizontaux. Et à ce moment-là, souvent, quand on fait une bonne base stéréoscopique, on a la tête qui est plus petite et puis qui grimpe au centre et qui redescend, et là, c'est gênant. Donc là, on s'amuse à étirer chaque image dans Photoshop pour aligner en plus les têtes et que les pieds ne bougent pas. Henri, ouais. Si on prenait un couple de photos qu'on vient de faire, qu'on place derrière un réseau, on aurait un seul angle, un seul point de vue. Oui, faible, oui, faible, parce que si tu utilises 2 photos faites pour faire une paire stéréoscopique, c'est comme si au lieu d'avoir 50 points de vue de 1 à 50, où tu regardes la 13 et la 19, tu n'as que 2 points de vue, et donc le relief serait faible. C'est tout le problème, c'est toute la difficulté de convertir des images de paires stéréoscopiques en réseau lenticulaire, c'est que la base stéréoscopique n'est pas assez importante. Alors oui, ça devrait marcher avec un relief faible. Il faut prendre absolument un réseau à angle très étroit, le plus étroit possible. Voilà, oui, parce que à ce niveau-là, par exemple, les appareils le Fuji, le 3D, c'est avec deux vues simplement? Oui, alors, c'est une bonne question. C'est une bonne question. Alors, le dernier né Fuji, le W, l'appareil stéréo W3, ils ont creusé le sujet et ils ont un résultat qui n'est pas trop mauvais tant que c'est des petits tirages. Alors, il faudrait encore rentrer dans la technique, mais grosso modo, quand les tirages sont petits, en général, ce sont toujours des sujets qui sont beaucoup plus petits que la réalité, que la taille réelle. Le résultat d'un tirage où le sujet est petit, c'est qu'on a tout de suite l'impression que c'est en relief, parce que normalement, dans la vraie vie, quand on voit quelque chose de très petit, c'est pas en relief parce que c'est très loin. Donc, je continue le raisonnement. Quand les tirages de Fuji sont assez intéressants, parce que bien que la base stéréoscopique soit assez faible, 1, on fait des petits tirages avec et le relief qu'on voit est agréable. Et 2, ne perdons pas de vue, c'est que si c'est un vrai tirage fait par Fuji, Fuji fait l'opération dont on a parlé tout à l'heure, fabrique 10 images intermédiaires entre les 2 prises par le W. Et donc le tirage lenticulaire qui vous est livré, c'est un 12 images, en réalité, dont les 2 images extrêmes sont les vraies prises de vue. Et les 10 images intermédiaires sont les points de vue calculés intermédiaires. Et donc le résultat, c'est qu'on obtient une image lissée. Oui, sauf qu'elles sont mauvaises. Les tirages de Fuji sont pas... Ouais. Le principe lenticulaire, c'est pour faire des trucs relativement proches. On ne peut pas faire de paysages un peu lointains, style, je sais pas moi... De plonger dedans. C'est une bonne question. C'est une bonne question. Mettons que grosso modo, le terrain favori du lenticulaire, c'est ce qui est rapproché. Parce que ce qui est rapproché, comme dans la vraie vie, ça a beaucoup de relief, parce que l'écart entre les 2 yeux sur un objet proche procure des images très différentes. Et quand avec nos 2 yeux on regarde le Mont Blanc, les 2 yeux ils voient en fait la même image et il n'y a pas de relief. Donc on a le même phénomène en lenticulaire, et qui est le problème que vous avez certainement vous aussi pour une paire stéréoscopique, c'est que pour faire une photo d'un paysage en relief lenticulaire, il faudrait un dispositif qui permette de faire des photos sur une base stéréoscopique de 50 mètres ou de 100 mètres pour qu'on puisse décrocher ce qui se trouve loin, quoi. Mais ça marcherait. Mais c'est quand même beaucoup plus difficile à mettre en œuvre, quoi. Il y a un exemple dans le dossier que vous avez vu, c'est les photos de nuages. Oui. C'est des vrais nuages, ouais. Mais c'est fait d'avion. Ah oui, successif. Et donc c'est fait d'avion, je dois être à 550 km/h et je fais 40 images secondes. Voilà, ouais, c'est ça. Et donc, on n'a pas stéréoscopique, je dois bien avoir 15 mètres entre chaque photo. Ça se calculerait un peu mieux, quoi. Mais en tout, la photo de nuage doit avoir une base stéréoscopique de 150 mètres.
On pourrait prendre plusieurs W montés en rail bord à bord et avoir chaque fois les 7 cm d'anthrax entre les optiques, N fois. C'est un peu ce qu'a fait David Burder à l'époque de ImageTech. David Burder, à l'époque, ImageTech faisait des petits boîtiers avec trois objectifs qui shootaient du 18-24 mm. Et je crois que David Burder en a acheté une dizaine qu'il a scié et qu'il a remonté pour obtenir... Hein? Il a appelé ça Burder. Ouais, voilà. Il était large comme ça. Il était large comme ça, oui, oui, j'en ai vu des plus ou moins larges, voilà. Et avant le numérique, comment ils faisaient les anciens? Alors, avant le numérique, grosso modo... Voilà, avant le numérique, il y a eu 2 étapes, j'ai envie de dire. La première étape, c'était Maurice Bonnet, qui était notre inventeur français, notre gloire nationale. Maurice Bonnet, après des découvertes précédentes, hein, ça n'a pas été, il n'a pas inventé ça de brut, mais après des étapes de premiers inventeurs au début du siècle, Maurice Bonnet est le premier qui a véritablement mis en réalité la prise de vue lenticulaire en argentique. Alors là, j'aurais pu le mettre, là j'avais des images, je ne les ai pas laissées. Maurice Bonnet avait tout simplement fait une chambre photographique dans laquelle on plaçait un réseau lenticulaire vierge. Et puis on plaçait en sandwich contre le réseau lenticulaire vierge un hectachrome, enfin une émulsion photo, et il prenait la photo avec un dos qui était articulé, c'est-à-dire que pendant la prise de vue, le dos faisait comme ça. Le dos tournait avec un mécanisme. L'optique en même temps tournait pour conserver la netteté sur le plan du film avec l'effet shine flow. Et donc il faisait des prises de vue qui duraient 1 seconde ou 2 secondes avec le plan du film qui tournait et l'optique qui tournait. Et il faisait de la capture lenticulaire directe. Ensuite, on démontait le châssis, on récupérait le film, on développait l'hectachrome ou le noir et blanc en chimie argentique. Et une fois que le film était sec, il suffisait de le repositionner derrière le réseau lenticulaire qui avait servi à l'exposer à la prise de vue, et on obtenait un tirage en relief lenticulaire. Le gros inconvénient du système, c'est que c'était limité à une technique de contact, ce qu'on appelait des contacts en photo, c'est-à-dire que si tu faisais une prise de vue en 18-24, tu obtenais un tirage 18-24. Si tu faisais une prise de vue en 20-25, tu avais un tirage 20-25. À la prise de vue, je me focalise sur le sujet, les lumières, l'éclairage, tout ce qui est une prise de vue complètement classique. Par contre, là où ça rentre en ligne de compte et là où on joue dessus, c'est quand on fait la collimation. C'est-à-dire quand on a nos 60 images, quand on décide du point qui va être perçu dans le plan de la feuille. Parce que là, on sait que tout ce qui est devant, ça va être en relief de temps, on peut mesurer les parallaxes avant. On sait que ce qui est derrière, on peut mesurer les parallaxes arrière. Et là, on peut jouer sur l'appositionnement du point zéro ou du plan zéro. Ça pour résultat que sur un tirage standard normal, où tu répartis équitablement la netteté de ce qui est derrière avec la netteté de ce qui est devant, le point de collimation, il ne va pas se trouver au milieu de la boîte en relief, il va se trouver en avant. Si tu avances ton point de collimation légèrement en avant, comme la parallaxe avant est plus courte que la parallaxe arrière, tu vas retrouver un espace de volume qui est bon. Le point de collimation, il n'est pas au milieu. Ça ressemble un peu, sans l'être, à la règle de profondeur de champ. Quand on fait de la prise de vue photo, on dit souvent règle de profondeur de champ 1/3, 2/3. C'est-à-dire que quand on fait une mise au point quelque part, on est net jusqu'à 1/3 devant et puis on est net 2/3 derrière. C'est un peu le même phénomène. Ce que tu fais, c'est que déjà tu le places au bon endroit pour que le rayon lumineux arrive au bon endroit. Par contre, il y a des choses que tu ne gères pas, c'est que le fait que le réseau lenticulaire, il a la même épaisseur partout, et que la lentille, c'est une lentille en plastique, c'est pas une lentille en verre optique. Et donc très vite, on arrive à des aberrations. Quand on regarde vraiment en diagonale, on arrive à des aberrations optiques qui font que la focalisation, elle ne se fait pas exactement là où on voudrait. On rentre dans des problèmes compliqués. Quand une optique est étroite, on travaille avec des trajets optiques qui sont plus favorables. Donc, c'est à nouveau une appréciation artistique. Si tu photographies un vase de cristal ou un réfrigérateur, c'est un objet technique ou une voiture,
tu vas plutôt privilégier des réseaux lenticulaires à angle étroit pour être le plus net possible partout. Si tu photographies un drap qui se déplace autour d'un portrait, c'est un truc qui est plus évanescent et plus romantique, tu vas dire j'ai pas besoin d'être aussi net que ça, sinon au centre, et tu peux prendre un réseau lenticulaire à angle plus large. Mais pour un portrait, donc tu as des cheveux, des poils, tout ça, ouais. Tu prends quoi? Moi, alors, contrairement à ce que vous allez lire partout sur Internet, je fais la plupart de mes portraits sur des réseaux à angle large. Donc là, c'est un problème terrible, je vous mets en garde parce qu'on vit dans un monde difficile. Beaucoup, je ne vais pas dire toutes, mais beaucoup des informations qu'on va trouver sur Internet sont de la désinformation. Et la désinformation, elle commence avec les gens qui fabriquent des réseaux lenticulaires. On vous vend des réseaux lenticulaires pour de l'animation, qui sont des réseaux à grand angle, et on vous vend des réseaux lenticulaires 3D, qui sont faits pour faire du relief, et qui sont à angle étroit. Alors, il n'y a rien à faire, je m'insurge contre ça, mais c'est une stupidité complète que ne font plus les gens qui nous vendent les optiques d'appareils photo. On ne te vend pas des objectifs pour faire des paysages et des objectifs pour faire du portrait. On te vend un 20 mm, ou un 24, ou un 105, ou un 180, et c'est à l'artiste, auteur, photographe de décider ce qu'il va faire comme photo avec ses optiques. On ne lui dit pas ce qu'il faut faire avec. En lenticulaire, on n'en est pas là, et tu vas lire partout sur Internet des réseaux lenticulaires pour faire de l'animation, qui sont les grands angles, et les réseaux lenticulaires pour faire du relief, qui sont des réseaux à angle étroit. Et ici, la plupart des portraits que tu as vus, tous les portraits de comédiens et d'humoristes que vous avez vus, c'est des réseaux grand angle dits pour faire de l'animation. Est-ce qu'ils ont la même qualité optique? Parce que si c'est pour faire de l'animation, à la limite, du flip-flap ou des machins comme oui. Ça, c'est censé être des trucs qui bougent, donc on ne oui. s'arrête pas trop sur la netteté. Oui. Donc, si c'est de la photo... tu vois, les portraits de comédiens là, et d'humoristes, moi je trouve que c'est tout à fait sympathique comme netteté. Non, ce que je veux dire, est-ce qu'ils vendent pas différentes qualités optiques en disant que cela on le met plutôt pour l'animation parce que c'est moins bonne qualité, il n'y a pas ça? Malheureusement, il y a l'offre, j'aimerais bien, mais l'offre n'est pas encore suffisamment étendue et large pour ça. On est plutôt en manque de choix de réseaux lenticulaires. Il y a combien de fabricants dans le monde? Il y en a quand même, avec les Chinois, il y en a bien une dizaine, quoi. Mais mettons que grosso modo, moi j'utilise 2 fabricants actuellement, 2 fabricants de réseaux lenticulaires. Oui, c'est ça, j'utilise 3 fabricants de réseaux lenticulaires qui ont des gammes. Alors, les réseaux lenticulaires, ça va de l'ultra fin pour l'offset à 150 lignes par pouce. Donc 150 lignes par pouce, c'est des réseaux de 0,2 mm, c'est extrêmement fin. On peut imprimer avec qu'en offset. Comme le Nimslo avant, c'est pas équivalent à peu près au oui, tirage Nimslo? Le Nimslo qui était fait pour faire du tirage optique, c'était des réseaux très fins également. Et les timbres lenticulaires? Les timbres lenticulaires, c'est du 150 lignes pouces, c'est des réseaux tout à fait fins qu'on peut utiliser qu'en offset. Voilà. Nimslo, il faisait des tirages comme ça. Voilà, il faisait des tirages comme ça, qui étaient très fins, mais c'était pas du tirage adhésivé, c'était de l'exposition optique. Voilà. Et donc, moi, concrètement, je commence à utiliser les réseaux lenticulaires un tout petit peu à 0,3 mm, mais c'est très difficile parce que c'est très fin. Et ensuite à 0,4. Tiens, tu me passes le sac noir qui est derrière toi. Je vais vous montrer des zéros. Non. Les matières que tu utilises sont toujours rigides, non? Plus ou moins. Parce que le Nimslo, c'est où? C'est des trucs français ou étrangers? Non, c'est étranger. On n'a aucun extrudeur. Si, on a un extrudeur français, mais qui fait une matière, donc le résultat, c'est qu'on ne s'en sert pas. Là, vous allez voir des petits formats, dont une partie sont des réductions. On peut les faire circuler si vous voulez, mais grosso modo, on va trouver des réseaux qui sont du 0,4 mm, du 0,4 mm. Donc ça, c'est des tirages, je ne sais pas si vous voulez voir, c'est des petits formats, dont certains que vous allez retrouver, qui sont des images que vous avez vues. Voilà, ça c'est du 0,4 mm. Quand vous reconnaissez la même image des grands formats, c'est évidemment tiré sur un réseau lenticulaire plus fin. C'est évidemment tiré sur un réseau lenticulaire plus fin, et c'est fait pour être vu de plus près. Et donc,
Et ça, les principaux extrudeurs, c'est quoi? C'est américain? C'est américain. Malheureusement, c'est américain. Ouais. C'est aux États-Unis. C'est aux États-Unis. Et depuis 1 an, on a un nouvel extrudeur en Espagne. C'est tout à fait récent. On a une extrusion qui vient d'Espagne, donc européenne, qui fait du 20 lignes pouces, donc du gros réseau. Du réseau d'1 mm 27, 3 mm d'épaisseur. Est-ce qu'il y a l'utopie de croire qu'avec l'imprimante du commerce, on puisse arriver à s'imprimer Ah ben complètement. Les têtes, les petites imprimantes Epson qui font A4, A3, elles font 2880 dpi, comme ma grande qui fait 1m10. Donc avec une imprimante Epson A3 ou A3+, ou A4+, vous allez sortir des tirages de cette qualité-là, chez vous. Avec un laminateur comme celui qui est dans l'entrée, là, que j'ai vu en rentrant, et une imprimante photo peut-être, pas bureau, mais photo, mais A4+, A3+, vous sortez ça. Est-ce que tu pourrais nous faire sur le paperboard, si c'est pas trop de demander, une espèce de checklist qu'on serait nous amenés à faire en tant que tout débutant en lenticulaire, simplement pour s'exercer à en faire? Oui. Voilà. En gros, on part du principe qu'on a une feuille la plus couramment vendue dans le commerce, qu'on peut trouver à un coût raisonnable. Complètement. Et se dire, bon, voilà, il y a ce choix-là, maintenant, tu la trouves. En gros, quelles sont les réflexions qu'on doit avoir en amont pour arriver à faire ce qu'on a envie de faire au plus profond, c'est-à-dire avoir un lenticulaire de bonne qualité? Pour moi, c'est à la portée d'un amateur averti, donc de gens comme vous qui êtes plus qu'avertis. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut un appareil photo et un seul suffit si on fait de la nature morte. Hein, il faut un seul appareil photo. Si possible, il faut trouver un rail parce que si on n'a pas de rail à la main, on n'arrivera jamais à faire une bonne continuité en faisant du cha-cha. Donc, il faut faire glisser l'appareil photo sur un rail. Pour ceux qui ont fait de la photo argentique, il y a une combine très bonne s'ils ont encore des vieux agrandisseurs. On peut récupérer avec intérêt et avantage les colonnes des anciens agrandisseurs argentiques qui ne servent plus pour faire des rails pour faire de la photo lenticulaire. Une colonne d'agrandisseur, on monte l'appareil photo à la place de l'agrandisseur, on le fout à l'horizontale, ça forme un excellent rail pour de la prise de vue lenticulaire. Voire des vieux agrandisseurs argentiques qu'on achète pour absolument une bouchée de pain, parce que les gens les jettent. Des imprimantes, des chariots d'imprimantes. Peut-être un chariot d'imprimante où ça coule bien, absolument. Oui. Donc, ça c'est pour la prise de vue. Ensuite, si tu partirais, on va dire, tiens, un portrait par exemple. Ouais. Je ne sais pas si c'est le portrait le plus facile à faire. Ben non, c'est que le portrait il bouge. Commençons par les natures mortes. Alors, nature morte. Est-ce qu'on peut prendre comme exemple facile pour une base relativement réduite par rapport au matériel qu'on a les uns ou les autres, ou le rail qui est vendu dans le commerce, qui est comme ça, est-ce que ça peut suffire déjà Complètement, on va faire une nature morte d'un objet à 60 cm à 1 mètre, un modèle réduit, une voiture, un pot de fleurs, des tas, tout ce qui nous passe par la tête, c'est tout à fait bon, hein. C'est tout à fait bon, ça va marcher. Donc, alors ça, donc un appareil photo, un rail. Un rail pour vraiment nous faciliter la vie, quoi. Sur lequel on va attacher 1 cm du commerce. Le nombre de clichés qu'on va être amené à prendre et comment on va diviser justement cette largeur du rail. Oui, alors, pour ce qui est du nombre de clichés, là on rentre à nouveau dans des sujets un peu avancés, c'est-à-dire que moi, ma suggestion, à défaut de faire un stage, où je vous enseigne comment calculer, parce que ça se calcule le nombre d'images qu'il faut faire, rien ne s'oppose à ce que vous vous lanciez dans le bain en disant je fais 24 photos, allez hop, façon arbitraire, en sachant que plus c'est mieux. Mais enfin, si vous avez un petit rail de 40 cm et puis que vous faites une photo tous les centimètres, ça fait 40 photos. Partons là-dessus, c'est déjà une bonne base et puis on va voir le résultat. Ça a de fortes chances d'être tout à fait convenable. Oui, mais il faut un logiciel de... Alors, après, pour la partie logicielle, ce que vous avez vu là avec les calques et puis les déplacements de colonnes de pixels, ça peut être fait dans Photoshop. Ça peut être fait entièrement dans Photoshop. C'est un peu, donc je pense qu'on a tous Photoshop plus ou moins. Ça peut être fait dans Photoshop, mais c'est un peu inintéressant, un peu long, un peu astreignant. Alors pour ceux qui ne veulent pas, on peut le faire, vraiment on peut le faire qu'avec Photoshop. Pour ceux qui veulent aller un peu plus vite parce qu'ils vont recommencer de temps en temps, il faut un petit logiciel qui s'appelle un entrelaceur.
Alors un entrelaceur, on en trouve dans le monde PC, on en trouve quelques-uns de gratuits sur Internet. Nous, on en a fait un pour l'univers Mac, tout simplement parce qu'il y a 18 ans, quand on a commencé le lenticulaire, il n'existait aucun entrelaceur pour plateforme Mac. Donc on a fait le nôtre, et c'est un petit entrelaceur qu'on vend dans le commerce, qui coûte 250 € en utilisation individuelle, professionnelle, et que je peux concéder moins cher aux membres du club. Qui ont des Mac. Qui ont des Mac, voilà. Moi, on a fait un entrelaceur Mac, mais par contre, sur Internet, vous allez trouver des entrelaceurs PC, voire gratuits, voire bon marché, voire très bon marché. Il y en a un qui est facile à utiliser, c'est le LIC LIC. Voilà. C'est Lenticular Interface Converter, voilà. Et donc après, il faut vraiment des réseaux lenticulaires. Si on part sur les matières des petits formats que vous avez entre les mains, c'est des feuilles, j'ai plus les prix en tête, mais à 2 € ou 5 €. Enfin, on est dans des prix là où on se pince pas trop pour en acheter. Mais des feuilles de cette taille? Non, c'est des feuilles un peu plus grandes qu'on découpe. C'est des feuilles 35-50 ou 50-70 qu'on découpe. Voilà. On les achète où, ça va? Alors, il y a deux solutions. Pour les premières, si vraiment ça vous dépanne, moi j'en ai toujours en stock des quantités parce que j'en consomme tout le temps. Donc je peux revendre de la matière. Et sinon, il y a un distributeur en Autriche qui vend des feuilles lenticulaires au détail. 1, 5, 10, 15, 20. On paye, il vous les envoie. Et puis, alors Hong Kong, c'est à la palette. Non, il y a un autre distributeur. Il y a un autre distributeur aux États-Unis qui s'appelle Microlens, qui vend également tout à fait au détail. On peut acheter une feuille, 5 feuilles, 10 feuilles. Et puis par contre, on paye le transport en plus. Donc, DP lenticulaire. DP lenticulaire, c'est le grossiste du revendeur qui est en Autriche. Voilà, le revendeur qui est en Autriche revend DP lenticulaire. Donc c'est des réseaux qui sont disponibles, qu'on peut acheter. Et puis après, pour vraiment bien faire, en général, c'est ça qui manque le plus. Il faudrait acheter un petit laminateur pour coller le tirage comme celui que vous avez vu dans l'entrée de votre local à droite. Le lenticulaire dont tu parles, c'est bien un lenticulaire autocollant. Non. Où est-ce qu'il va falloir se tartiner la colle derrière? Il faut se tartiner la colle derrière ou l'acheter déjà en collé. Moi, j'en vends déjà en collé, mais c'est moi qui mets la colle. Mais à ce moment-là, si on ne veut pas coller, si on veut le positionner et mettre un cadre autour pour le tenir simplement, ça pas... Alors, ça marche très bien, simplement en poser, et ça évite de consommer le réseau lenticulaire. On peut faire autant de tirages qu'on veut et plaquer le réseau dessus. Le seul inconvénient, c'est que le résultat est un peu moins bon, mais ça, vous allez tout de suite comprendre, c'est ce qui se passe quand on colle un tirage. Les noirs ne deviennent noirs que quand ils sont collés. C'est-à-dire que quand vous mettez un cadre sur une photo noire, les noirs, ils sont un peu anthracite gris. Et au moment où on colle, on prend un contraste, la photo prend un contraste fantastique. Par contre, pour valider le tirage, voir le relief, apprécier ce qu'on a fait et éventuellement recommencer, il suffit de poser le tirage lenticulaire sur le tirage et on voit le résultat. On le voit quand on est bien aligné. On le voit quand on est bien aligné. Voilà. On mesure la fréquence exacte et puis comme ça on sait quelle est la taille du tirage, la fréquence du tirage qu'il faut faire. Et à toucher comme ça, vu l'épaisseur, je peux dire que c'est vraisemblablement un réseau à angle très étroit. Ouais. Donc il va donner beaucoup de relief avec beaucoup de netteté, mais avec l'image qui change très vite. Et donc après, comme ça, on peut, si on pose le réseau lenticulaire sur le tirage qui sort de votre Epson ou de votre Canon, vous allez voir le tirage en relief. Et tu le calcules comment? La fréquence. Alors là, il faut imprimer sur... On imprime des systèmes de moirage, c'est-à-dire qu'on fabrique des fichiers constitués de petits traits qui moirent lorsque la fréquence n'est pas bonne. Donc c'est tout un petit fichier qu'on imprime sur l'imprimante qui va être utilisé pour faire le tirage. On imprime ce fichier, on le pose sous le réseau lenticulaire et on regarde ce qui se passe et on cherche les endroits où c'est bon.
Voilà, en théorie. C'est comme le tourne-disque autrefois pour voir la vitesse. Voilà. C'est un truc c'est de cet endroit-là. C'est de cet endroit-là, exactement. Exactement. C'est pas un système où on tourne qu'on utilise. On utilise des bandes avec des fréquences différentes en ligne qui sont toutes imprimées sur la même feuille. Et on regarde laquelle, voilà, laquelle est bonne. C'est-à-dire très vite, quand la fréquence n'est pas bonne, ça moire. Quel est l'équilibre économique de l'activité? Vous avez des clients qui vous font ça, alors c'est quoi? Tant bien que mal, je fais que ça, et j'en dis. Oui, oui. Quels sont les clients? Alors, les clients, étonnamment, la surprise, moi qui suis photographe de pub et qui ai vécu avec les agences de publicité pendant 30 ans, la surprise, c'est que mes clients, maintenant que je ne fais plus que de l'image lenticulaire, c'est très peu les agences conseils en communication qui n'ont pas encore découvert ce produit ou qui du moins ne savent pas la qualité qu'on peut obtenir avec ce produit. Mes clients, c'est essentiellement des annonceurs directs qui, curieusement, sont beaucoup moins cons que les agences conseils en communication. Et je travaille, en fait, régulièrement, directement pour Citroën. En ce moment, je viens de faire des photos pour Renault, pour des parfumeurs, pour des éditeurs. Enfin, on travaille surtout directement pour les services publicitaires d'annonceurs. Et en ce moment, je fais de la décoration murale. Donc, c'est des grands panneaux en animation pour être au mur, pour faire de la décoration murale. Comme les 4 saisons? Pour l'hôtellerie, comme les 4 saisons. Voilà. Pour l'hôtellerie. Et comme ça fait par douche. Gomberg. Gomberg, tu veux dire le médical? Ouais. J'ai fait une partie de ses tirages. Et puis je me suis fâché avec lui. Je me suis fâché avec lui parce que le personnage est imbuvable. C'est génial. Pour compléter la réponse tout à l'heure, à partir de l'argentique, pour faire de la série, comment ils faisaient? Parce que c'était du monopièce. Voilà, j'ai pas été jusqu'au bout de mon explication. Il y avait 2 systèmes du temps de l'argentique pour faire du lenticulaire. Le premier système, c'était Maurice Bonnet qui faisait des prises de vue directement avec des chambres qui contiennent le réseau lenticulaire. Donc le codage, il était fait à la prise de vue. Et là, il y avait une infinité de vues. Et là, il y avait une infinité de vues, oui, c'était lissé, oui, c'était une prise de vue continue, c'était absolument hallucinant. Le deuxième système a été mis au point par un Chinois américain, enfin, quand je dis mis au point, c'est toujours plusieurs personnes qui découvrent en même temps, mais enfin, celui sur qui retombe aujourd'hui la paternité du système est un Chinois américain qui s'appelle Monsieur Lo. Alors, en réalité, on l'appelle Dr Lo, parce que aux États-Unis, ils prennent le titre de docteur dès qu'ils ont déposé un certain nombre de brevets. C'est le lot de Nimslo. C'est le lot de Nimslo. Et c'est le lot de L'Oréo aussi, voilà, exactement. Voilà. Et donc, le docteur Lo, lui, a mis au point un système argentique extrêmement astucieux. Il faisait des appareils photo multi-objectifs, donc où on prenait d'un seul coup 3, 4, 5 photos, voire plus. Et donc, on obtenait un négatif couleur. Ensuite, ce négatif couleur, on prenait un réseau lenticulaire, tiens, prête-moi, je vous le rends tout de suite. Je vous le rends tout de suite. En usine, on fabriquait du réseau lenticulaire au dos duquel, en chambre complètement noire, on couchait de l'émulsion photo. Donc on couchait une émulsion photo, c'était sous-traité par le Dr Lo, ça a été sous-traité chez Kodak un temps et puis après chez Fuji. Il couchait une émulsion photo négative couleur au dos des réseaux lenticulaires. Quand c'était sec, ils empaquetaient tout ça dans des boîtes noires et tout. Et ensuite, Lo avait fabriqué des agrandisseurs assez extraordinaires. Dans l'agrandisseur, on passait le négatif, donc des bandes de 3 ou des bandes de 5 ou des bandes de 7. On plaçait sous l'agrandisseur la feuille de lenticulaire et il avait un agrandisseur avec une tête qui basculait, qui était articulée. Donc il shootait la première photo comme ça, il déplaçait la tête, il shootait la deuxième ici, la troisième, la quatrième, la cinquième était exposée directement à travers le réseau lenticulaire. Voilà un résultat. Voilà, un exemple de lenticulaire venant de chez Image Tech, donc la technologie du Dr Lo. Donc ensuite, une fois que la photo était exposée à l'agrandisseur avec déplacement de la tête d'agrandisseur
en changeant pour chaque vue. C'était développé dans la chimie RA4 traditionnelle, négative couleur, séché, et on obtenait ça. Là, il y a cette image. Un tirage en relief. Il est par transparence. Alors, il le faisait opaque, il le faisait transparent. Il faisait les deux. C'est-à-dire que l'émulsion négative couleur était couchée avec un buvard blanc qui permettait de développer avec le buvard blanc, à travers le buvard blanc, ça permettait de développer l'image quand on voulait un tirage opaque. Et puis il n'y avait pas de buvard blanc quand on voulait du rétro éclairé. Et donc, ça marchait ça pendant 20 ans. Hein. Et l'eau a fait toute une série de boîtiers en passant par le Magic Wizard qui était un tri-objectif. Ensuite, il s'est associé avec un monsieur Nim, ils ont fait le Nim Slow qui était un quadri-objectif. Et puis, oui, le Nim Slow c'était avant ImageTech. Le principal problème... Moi, j'ai commencé le lenticulaire avec ImageTech. Mes premiers travaux et mes premières commandes lenticulaires, je faisais les prises de vue et je les envoyais à Atlanta. J'envoyais mes négatifs couleurs à Atlanta pour qu'ils fassent le tirage et ils me renvoyaient les tirages. Donc c'était pas très pratique. Et puis là où vraiment c'est devenu catastrophique, c'est que quand ils ont grossi le marché, ils ont créé un laboratoire aux Pays-Bas et un laboratoire à Hong Kong qui était équipé donc avec ces fameux agrandisseurs avec les têtes articulées. Et le souci principal pour moi qu'ils ont eu, c'est qu'ils ont eu des laborantins aux Pays-Bas et à Hong Kong qui tiraient comme des salopards. Et indépendamment du relief lenticulaire, on obtenait des tirages tout rouges ou tout bleus ou tout jaunes, et ils s'en foutaient complètement, ils envoyaient les tirages quand même. Et donc on a eu des paquets, des séries de tirages d'une qualité catastrophique, mais simplement au niveau tirage, même pas au niveau lenticulaire. Je ne sais pas exactement après dans les détails ce qui s'est passé, mais toujours est-il que je crois que dans les années 90, ImageTech a fermé. Ils ont déposé le bilan aux États-Unis, et puis voilà quoi. Et puis à ce moment-là, en 1990, les premiers Mac, les Apple II sont sortis, et puis progressivement le numérique est rentré. Même avant 90. Oui, même avant 90. Mais enfin, dans les années 90, il y a le Quadra 950 qui est sorti. Voilà, il y a les premiers gros Macintosh qui sont sortis, qui pouvaient commencer à calculer. Et donc c'est là où la solution numérique est devenue tellement plus simple. Tellement plus simple. Il y avait des lenticulaires dans les années 50 aussi. Oui, VariView. Il y a eu toute la série des VariView. Oui. Alors à l'époque, ils avaient des techniques de fabrication, je ne connais pas tout. Hein, je connais pas. Ouais, je ne connais pas tous les détails. Tonia, je t'avais pris le réseau. S'il te plaît, une question. Ouais. On ne peut pas se servir d'un caméscope qu'on déplace et prendre une image sur 2, sur 3. Alors ça marche. J'en ai peut-être ici, je ne sais pas. On a fait la mienne, la tienne. La mienne, elle a été faite au Voilà, la tienne. On a fait toute une série de captures lenticulaires avec le Canon utilisé en vidéo HD. D'accord. Donc, le Canon utilisé en vidéo HD sur le rail, hop. Il faut que ce soit régulier aussi. Oui, voilà. Donc c'était un moteur. On l'a mis sur un rail motorisé et il se déplace et on récupère les séquences du film. Et ça donne des tirages. Voilà le tirage de Pascal, effectivement. C'est fait à la caméra HD. C'est fait à la caméra HD. Et ça donne... Bon, finalement, le seul inconvénient, c'est que les fichiers sont relativement petits en pixels. Et moi, je trouve que ça permet de faire de bons tirages jusqu'en 18-24. Allez, 20-25 cm. Pour commencer déjà. Voilà. Et ça marche. Ça marche tout à fait. Mais on ne supprime pas les images, on garde tout, hein, on se met à filmer, on déplace, et puis on garde 22, 25, 30 images. Et il faut corriger les couleurs. Donc au départ, finalement, entre l'appareil photo dont on parlait tout à l'heure, un appareil unique, il se fichait, ou si on a la possibilité d'en déplacer, c'est le cas maintenant, vu le prix des caméscopes, tu privilégierais plutôt pour des petits tirages l'utilisation d'un caméscope. Pour ça, ce sera plus simple. Je le privilégie pas, mais ça marche. D'accord. Ça marche. L'inconvénient du caméscope, c'est que si on a une super photo, on ne pourra pas l'agrandir en 30-40. Voilà, c'est vrai. Voilà, c'est tout. Mais ça marche. Ça marche 9-13, 13-18, 18-24, en lissant, en corrigeant bien les images dans Photoshop. J'étais des tirages très sympathiques. Si, détail important, il faut filmer en CT, c'est-à-dire en continuous scan. Il ne faut pas filmer en entrelacé. Ah oui.
Il faut avoir une caméra qui permette de filmer en CT, c'est-à-dire en 60 images secondes non entrelacées. Parce que alors là, si tu es en entrelacé, la qualité chute vraiment beaucoup. Mais sur beaucoup de caméras, tu as les 2 positions, tu peux faire de l'entrelacé et tu peux faire du continuous scan, du CS.